entendu beaucoup de Grenoble bashing ces dernières années. Selon vous, est-ce qu'on peut encore sauver celle qu'on appelle chicagreux? Nous souhaitons recruter 50 policiers municipaux supplémentaires. Et notre particularité, c'est que nous souhaitons de la police de proximité, de quartier, comme c'est aujourd'hui le cas au village olympique. Et on sait que ça fonctionne bien. Donc nous souhaitons une duplication, par exemple à l'Alma, à Saint-Bruno, pour avoir un lien très fort avec les habitants sur le terrain. Il y a les faits, ils sont ce qu'ils sont, et ils sont dramatiques pour les Grenobloises et les Grenoblois. Et puis il y a ce que l'on fait depuis 12 ans. On voit bien que la délinquance n'a pas été traitée par la ville de Grenoble. On voit bien, Madame Ruffin, dans vos propositions, qu'en réalité, on est dans la même lignée. Il n'y a pas de proposition qui va dans le sens d'une prise en compte de la sécurité. Il faut renforcer la présence humaine, c'est certain, et vous avez raison, mais une police de proximité qui soit armée. Je pense qu'on prend le sujet par le mauvais bout. Il faut en effet mettre de la prévention et faire de la médiation. Je ne suis pas pour armer une police municipale qui n'a pas vocation, dans ses prérogatives, à faire la chasse aux dealers. 1000 Grenoblois sont plus agressés que 1000 Marseillais. C'est dire cette situation que connaissent les Grenoblois, que connaissent les parents qui ont le ventre noué quand les enfants partent à l'école ou quand les adolescents commencent à vouloir sortir le soir. C'est ça la situation des Grenoblois à laquelle nous voulons effectivement mettre fin pour qu'on ne vive plus au milieu des dealers, des tirs de mortier. Un petit bilan sur la municipalité de M. Piolle. Il déclarait chez vos confrères de RMC qu'il s'en fout lorsqu'on lui parle de sécurité et qu'on lui fait ce reproche. Moi, je m'en fous pas. Nous voulons déjà armer la police municipale, la renforcer en nombre. Nous voulons jusqu'à 150 policiers municipaux. Monsieur Carignon notamment, une chose c'est d'alerter et une autre c'est d'aller sur CNews toutes les 2 semaines pour pointer le moindre fait divers. Et là, clairement, vous ne servez pas votre ville, quoi que vous puissiez en dire par rapport à ce point-là. C'est comme ça qu'on va répondre aux questions et aux polémiques autour de l'armement. Il existe des corps de police qui sont armés, équipés, formés pour. C'est la police nationale. Ce qu'on doit pouvoir faire, c'est construire une réponse équilibrée au niveau du territoire. Et ça se joue sur la jambe police municipale et celle police nationale. Mais sur l'armement de la police municipale, est-ce que vous comptez les armer? Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que ça ne se substitue pas à la police nationale? Il y a des villes à côté, Échirolles, Saint-Martin-d'Hères, qui ont armé leur police. Est-ce que vous connaissez leurs résultats? Est-ce qu'ils sont finalement encourageants? Et je vais passer directement à la question suivante pour que vous fassiez tout d'un bloc. Est-ce que la ville peut vraiment faire quelque chose contre le deal avec sa police municipale? Est-ce que vraiment c'est ça l'enjeu et la clé de la résolution de cette délinquance-là? Oui, bien sûr qu'il faut armer la police municipale. Un maire a une responsabilité qui est une responsabilité d'employeur. Donc lorsqu'il demande à ses agents d'aller sur des secteurs qui sont des secteurs difficiles, et aujourd'hui personne ne peut nier qu'arriver dans certains quartiers avec un uniforme bleu vous met déjà en situation de danger. Ou alors on est dans un angélisme qui est assez extraordinaire. Moi je suis un pragmatique, je ne suis pas dans l'angélisme. La pratique, c'est qu'aujourd'hui quand vous avez un uniforme bleu, vous allez dans certains quartiers, vous êtes en danger. Donc l'employeur, le maire, il protège l'ensemble de ses effectifs. Le deuxième élément, c'est que justement, il faut aller dans tous les quartiers. Pour aller dans tous les quartiers, c'est le service public de la sécurité. Moi, je veux que le service public de la sécurité, il soit partout dans toutes les rues, en bas de tous les immeubles. Il ne soit pas simplement cantonné dans les quartiers chics de Grenoble où on ne craint rien. Donc oui, bien évidemment que l'armement, c'est indiscutable. Et puis moi, je fais confiance à mes policiers. Il y a des lois dans notre pays. Il y a un code de sécurité intérieure qui dit à quel moment on utilise une arme et à quel moment on est légitime à pouvoir l'utiliser. Je fais confiance à la loi, je fais confiance aux hommes qui sont chargés de la faire effectivement respecter. Donc, une police municipale qui est une police municipale armée, s'agissant de la lutte contre le narcotrafic, il y a un continuum qui doit y avoir entre la police municipale, la police nationale et la justice. La lutte contre le narcotrafic, ça commence d'abord par du renseignement de terrain. Et donc, quand vous avez des policiers municipaux qui sont sur le terrain, en proximité, eh bien, vous avez une capacité de renseignement pour la police nationale qu'il ne faut jamais éluder. Ça commence par ça. Après, chacun doit faire effectivement son travail. Les enquêtes, les interpellations, c'est effectivement la police nationale. Mais la proximité, le terrain, le renseignement, de pouvoir intervenir avec de la vidéoprotection pour lutter notamment sur des trafics de véhicules qui servent au deal, tout ça est utile. En réalité, il faut une addition de moyens pour lutter contre le narcotrafic et la police municipale est un de ces moyens. Bon, d'abord sur cette question,
Échirolles est une mairie communiste qui a bien évidemment armé sa police. Nous présentons un candidat insoumis à Échirolles qui fera autrement. Je sais que vous en avez rien à faire du fait qu'il y a 162 personnes qui ont été tuées par la police depuis la mort de Zied Ebouna. Ça vous rend indifférent. Il y a des morts qui n'atteignent pas votre conscience. Moi, ça me chagrine. Et donc, je trouve, en tant qu'homme politique engagé, qui m'engage dans des élections, des moyens de résoudre aussi ces problématiques de violence policière qui sont le lot de trop nombreuses familles, en particulier dans les quartiers populaires. Par conséquent, ce que je dis, c'est que l'armement de la police municipale, je suis né à Grenoble, peut-être pas vous. Oui, il y a aussi des policiers qui blessent et c'est une réalité dans ce pays. Il y a des policiers qui assassinent et une police qui tue en France. Peut-être que vous ne le savez pas ou vous ne défendez pas les familles des victimes, mais dans ce pays, c'est un sujet qui est prépondérant. Ce que je veux dire ensuite sur cette question-là, c'est que depuis 30 ans, je le disais, la répression n'a servi à rien et nous allons bien évidemment investir des moyens dans la médiation. La police municipale n'a pas vocation à se déployer sur le terrain avec des armes pour aller faire la chasse aux dealers. Elle n'a pas vocation à remplacer la police nationale qui a été détruite dans ce pays. Bien évidemment, je sais que ça arrange pas beaucoup de personnes qui ont un bilan. Le bilan, c'est celui de la droite, c'est le bilan de M. Gerbi, le bilan de M. Carignon. Ce bilan-là, c'est le fait que pendant 30 ans, dans ce pays, il y a 3 millions de procédures qui ont été mises sous le coude des officiers de police judiciaire, qui n'ont plus les moyens d'action, qui n'ont plus les moyens pour agir. Et donc, par conséquent, ils voudraient faire en sorte que la police municipale prenne sur son dos le poids colossal de l'abandon des politiques publiques dans ce pays, qui ont abandonné les policiers qui avaient les moyens d'agir. Donc, il faut aussi dénoncer l'hypocrisie de ces gens qui sont candidats à des élections et qui ont fait n'importe quoi et qui ont abouti aujourd'hui à la situation qui est celle d'une police qui ne peut plus agir contre les violences intrafamiliales, contre les violences sexistes et sexuelles qui concernent 90 000 femmes qui sont victimes de viols chaque année. L'armement de la police municipale, pourquoi? Pour qu'ils puissent se défendre évidemment eux-mêmes. Je rappelle que sur l'intranet de la ville de Grenoble, vous avez les policiers qui indiquent pourquoi j'exerce mon droit de retrait. On me demande d'aller place Saint-Bruno, je n'y vais pas parce que je suis en danger. C'est normal. Ils ne sont pas en capacité de se défendre. Donc, ils ne sortent plus. Ajouter quelques policiers comme ça ne sert évidemment totalement à rien. D'abord, il n'y a plus de candidats, puisqu'il ne reste plus que 25 policiers opérationnels à Grenoble. Personne ne veut être un faux policier dans la ville de Grenoble. Alors, ça, c'est un point très important. Je cite un autre exemple concret. Quand il y a un gros cambriolage cours Jean Jaurès avec des armes, l'ordre est donné aux policiers municipaux de rentrer au bureau, de se mettre aux abris. C'est-à-dire que les Grenoblois sont sous les balles, les policiers sont aux abris. On est à une situation absurde. Alors bien sûr qu'ils ne peuvent pas remplacer la police nationale, mais ils jouent un rôle complémentaire, multiple, d'information évidemment. Mais pour donner de l'information et être sur le terrain, il faut pouvoir se protéger. Sinon, on est obligé de pactiser avec les dealers pour pouvoir rester sur le terrain, comme ça se passe pour beaucoup d'organismes qui sont mis en place. Donc, sans cette police armée, on ne peut pas lutter contre les dealers. On le peut. Parce que ce complément, ça existe d'ailleurs beaucoup à Saint-Martin-d'Air et ça a été très efficace puisque vous demandez des résultats, puisque la police municipale informe énormément la police nationale et on a, le procureur le dit, des résultats importants. Donc cette complémentarité d'action, le fait par exemple aussi d'expulser les dealers qui ont été condamnés et qui sont dans les HLM et qui pourrissent la vie des habitants et qui donnent un très mauvais exemple aux jeunes, qui n'ont plus que ce modèle, le modèle du dealer. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser pourrir la vie des quartiers en laissant ces dealers s'installer, vivre ainsi aux yeux de tous, et donner aux enfants, aux jeunes, ce seul modèle pour leur avenir. Donc, vous voyez, ce plan d'ensemble complet, qui comprend cette police armée, cette collaboration étroite entre police et justice, est le seul qui puisse répondre à la problématique. Je constate que depuis 30 ans, 40 ans dans ce pays et 12 ans au sein de la mairie de M. Piolle, il y a une impuissance. Ah bah il y a de la délinquance à Grenoble, mais il y en a à Marseille, donc on fait rien. Ah bah des points de deal, on peut rien faire, donc on se regarde comme ça. Non. Si on est aujourd'hui autour de la table, c'est qu'on veut devenir des hommes politiques et gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est engager les moyens de l'État, engager les moyens de la municipalité et lutter contre le narcotrafic et protéger les habitants. Il faut évidemment protéger les habitants et armer la police municipale. Il faut l'armer pour que la réponse policière soit légitime et proportionnée. Quand ils vont sur des zones où il y a des armes de guerre, où il y a des grenades maintenant dans des commerces, vous voulez qu'ils y aillent avec quoi? Avec une trottinette électrique? Non, ils ne le veulent plus. Monsieur Piolle, d'ailleurs c'est sa gouvernance, ça a été de passer en force et de ne pas écouter, y compris ses agents. La police municipale à Grenoble n'est pas attractive.
Les gens ne veulent plus s'y engager. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas armée, ils n'ont pas le matériel nécessaire. Et ce qu'ils veulent faire, les policiers, et je les salue, contrairement à certains qui les salissent ici, ils veulent faire du maintien de l'ordre. Il y a une complémentarité, évidemment, entre les services de l'État. Il faut police, gendarmerie, renseignements territoriaux. Et évidemment que la police municipale est un premier maillage important. C'est eux qui vont sur le terrain, c'est eux qui connaissent les rues, les quartiers. Donc il faut évidemment renforcer cette police municipale. J'ai pas eu le temps de le développer tout à l'heure, mais parlons un petit peu chiffres. Je suis peut-être le seul autour de la table à le faire sur ce sujet. Un poste de police municipale que nous voulons créer dans les quartiers sud, c'est à peu près 400 000 € pour l'installation. Et un policier municipal chargé, brut, c'est 50 000 €. Nous allons évidemment trouver ce budget dans des dépenses inutiles. On en parlera tout à l'heure dans la partie budget, mais évidemment que le fléchage du budget de la mairie Rassemblement National que je vais porter sera orienté vers la police municipale et vers l'armement de cette police. Je vais vous prendre des exemples. Vous m'avez parlé d'Échirolles, je vais vous parler de mairies gérées par le Rassemblement National, Perpignan, Beaucaire et Nain-Beaumont. La police municipale est armée, fait son travail et a éradiqué des points de deal avec une présence assidue et concrète. On a vu ce discours que vous tenez sur les réseaux sociaux notamment, où vous laissez sous-entendre, ou en tout cas vous ne contredisez absolument pas des commentaires de vos électeurs qui tout simplement laisseraient sous-entendre que par un petit peu de vidéosurveillance, par un PC sécurité, vous auriez empêché une grenade jetée dans un commerce. C'est tellement faux que c'en est extrêmement gênant. La lutte contre le deal, très concrètement, oui, c'est pas la police municipale qui peut le faire seule. C'est la justice, c'est la police nationale qui peut lutter contre la criminalité organisée. On sait que la meilleure façon d'adresser les enjeux liés au narcotrafic, c'est de se battre contre les circuits financiers. Et clairement, c'est pas à Grenoble que ça va se faire. Je vous rejoins, Monsieur Gerby, sur le point que, en tout cas, il y a un enjeu de renseignement et il y a un enjeu de remontée de présence sur le terrain. La police municipale, les médiateurs peuvent aussi servir à cela. Et il faut effectivement pour ça une volonté politique qui est de remettre de la police dans les quartiers. Et clairement, nous n'avons pas eu ça sur le dernier mandat. Ça, il faut, je l'espère, tous et toutes le reconnaître. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Si on ne travaille pas les enjeux de prévention, c'est le deal de demain qu'on ne réussira pas à empêcher. Moi, je me suis exprimé à de nombreuses reprises, par exemple sur la fermeture de l'équipement jeunesse Plateau à Mistral. Tout simplement, on a laissé pendant des mois et des mois toute une population de jeunes entre 11 et 14 ans à l'abandon. Et comment est-ce que vous voulez, derrière ça, lutter efficacement, durablement contre le narcotrafic ? Donc il faut équiper les quartiers. Le Plateau, par exemple, nous, on veut reconduire un équipement. Il y a d'autres quartiers qui sont malheureusement très peu dotés. Je pense à Tesser, j'y étais cette semaine. Il faut un corps d'animateurs et d'éducateurs qui soit renforcé. Et il faut bien évidemment des programmes de prévention dès le plus jeune âge pour travailler sur le sujet. Elle a des tasers, il y a une brigade canine. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est plutôt de dire quelle est l'articulation et le rôle de la police municipale. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la police municipale, ça soit une police de proximité. Ce que Sarkozy a enlevé et qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Aujourd'hui, on le voit dans les pays qui ont réussi à améliorer durablement la sécurité. Les pays du nord de l'Europe ont beaucoup misé sur la présence sur le terrain, très proche des habitants. Et ce que nous souhaitons remettre en place, c'est une police municipale qui reste dans son périmètre d'intervention, qu'il n'y ait pas de transfert de responsabilité ou de périmètre d'intervention de la police nationale à la police municipale. Donc nous souhaitons une police municipale renforcée, une police municipale sur les quartiers, en lien, en confiance avec les habitants et qui connaissent suffisamment ce qui se passe dans les quartiers pour faire de la tranquillité et remonter l'information à la police nationale. Quand je parlais de coordination renforcée, c'est aussi cette idée de dire que l'information doit circuler pour être le plus efficace possible. La cellule de coordination doit permettre à la police municipale et la police nationale de travailler en proximité. Nous avons rencontré tous les acteurs aujourd'hui à Grenoble qui travaillent sur le sujet. Des acteurs associatifs, mais aussi la police, aussi les questions de parquet. Puisque si on veut démanteler votre question, comment travailler et améliorer la question du deal, alors c'est pas une... C'est ce que j'ai fait aussi d'ailleurs, ce que j'ai tout à fait fait, et c'est un vrai sujet de se dire comment la police nationale judiciaire, c'est celle qui permettra
d'améliorer durablement la question du narcotrafic. On était avec Jérôme Durin la semaine dernière, qui est venu, avec qui on a travaillé, qui est le rapporteur au Sénat de la loi sur le narcotrafic, pour sortir de l'esbrouf et se dire concrètement qu'est-ce qu'on peut faire à Grenoble, à la fois en renforçant la police nationale judiciaire de 100 personnes, ce que l'on revendique pour travailler sur le narcotrafic, et en même temps avoir une police municipale de quartier. Sur la vidéosurveillance, il y a un PC opérationnel aujourd'hui qui est utilisable 24 heures sur 24, la journée par la police municipale et la soirée par la police nationale. C'était un organe de coordination. Il y a 100 vidéosurveillance avec 200 vues sur le territoire grenoblois. On s'est concentré sur l'aspect des médecins traitants. La CPTS chiffre à 49 000 le nombre de Grenoblois qui seraient potentiellement sans médecins traitants d'ici 2027. C'est demain. Quelles sont vos solutions ? Que proposez-vous et en ferez-vous une priorité budgétaire? Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'on a un manque de centres de santé à Grenoble. Les centres de santé grenoblois, il y en a 5 qui ont été construits entre 73 et 82. Et ces 5 centres de santé sont vieillissants. Il faut fidéliser des médecins traitants et ça passe notamment, quand ils ne sont pas dans les centres de santé, par la préemption de locaux pour y installer des médecins qui viennent de sortir d'études, puisqu'il est souvent très coûteux pour eux, ou alors idéalement pas faisable, d'investir dans des locaux pour s'implanter à Grenoble. Par conséquent, nous voulons que la collectivité préempte des locaux pour y installer des médecins. Il n'est pas normal que dans cette ville, il y ait 6,1 médecins pour 10 000 habitants et que le reste du département en compte 9,4 médecins pour 10 000 habitants. Par conséquent, il manque des médecins et donc il faut en trouver et les fidéliser pour qu'ils restent à Grenoble. Je suis assez déçu du fait que le plan notamment de l'Union de quartier Saint-Bruno pour la construction d'un nouveau centre de santé n'ait pas été retenu par la majorité sortante. Et je voudrais dire que demain, si les Insoumis arrivent au pouvoir dans cette ville, nous construirons le centre de santé Saint-Bruno qui se finance par un crédit vendeur avec des gens qui ont travaillé dessus et qui ont mis en place un plan de financement. Et nous mettrons en place, bien évidemment, le centre de santé à Flaubert pour répondre aux besoins immenses qui arrivent devant nous, notamment sur les questions de santé mentale de la jeunesse, puisqu'en 4 ans, il y a eu une détérioration de 70% de l'état de santé des jeunes dans ce pays, qu'il y a des problèmes pour avoir des psychologues. Donc nous allons déployer des médiateurs et des effectifs de psychologues dans les maisons des habitants pour faire en sorte de traiter à la racine le problème de la dégradation de la santé mentale des jeunes. Il faut aussi engager une bataille pour que la municipalité maintienne la clinique mutualiste que nous avons à Grenoble et qui est en difficulté financière. Et donc nous nous battrons sur la question de son maintien et de sa sauvegarde dans le giron public. Je veux dire aussi que la France Insoumise s'est écartée du Parti Socialiste puisqu'ils sont responsables par le vote du PLFSS des 4 milliards de coupes dans le budget santé. Donc comment nous aurions pu ensuite venir devant les Grenoblois pour dire que nous voudrions plus de médecins? Et donc nous allons bien évidemment investir sur cette question. C'est comme sur la sécurité. Il y a de l'insécurité partout, mais Grenoble, c'est pire qu'ailleurs. Il manque des médecins partout en France, mais Grenoble, c'est pire qu'ailleurs. On est en dessous de la moyenne. Parce qu'il y a des villes qui ont anticipé. Nous, on n'a pas anticipé le départ des médecins. Je prends un seul exemple dans le quartier Hoche. Il y a 3 médecins qui sont partis en 2025, qui ont laissé 10 000 patients sur le carreau. Quartier Hoche, la municipalité a préempté la chambre de commerce alors qu'il y avait un projet privé de centre de santé qui devait se faire. Concrètement, voilà, absence d'anticipation. Aujourd'hui, Laurence Ruffin dit on est favorable au centre de santé, mais les élus qui sont avec elle sur sa liste ont refusé le centre de santé de Saint-Bruno au conseil municipal du mois de février. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est faciliter l'installation des médecins. Ils réclament des rez-de-chaussée, et donc des rez-de-chaussée sécurisés, parce que vous savez qu'ils ne peuvent plus s'installer dans l'État. Il faut les aider sur le stationnement, parce que toutes les professions de santé ont un mal fou à se déplacer dans la ville. Il faut évidemment, partout où c'est possible, favoriser la création de centres de santé. Et ça, effectivement, nous sommes pour le financement du centre de Saint-Bruno. Il y a aussi les pattes de la rue de Narvik qu'on peut récupérer pour faire un centre de santé. Il y a des lieux déjà qui existent. Il faut les développer. Il faut absolument les favoriser pour que 50 000 Grenoblois ne soient pas sans médecin dans les années qui viennent. Donc, nous engageons à mener cette politique, y compris avec les professions libérales, les professions de santé, pour que Grenoble soit à nouveau couvert en matière de santé. Il y a eu des mauvaises décisions qui ont été faites par les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui nous ont conduits en matière de santé au niveau national comme local à cette situation. Je rappelle, par rapport aux chiffres alarmants que vous avez rappelés en posant cette question, que 60% des médecins généralistes ont plus de 55 ans à Grenoble. Donc qu'est-ce qui va advenir dans les prochaines années ?
Grenoble a un déficit d'attractivité. L'attractivité, c'est pas que pour les entreprises, pour les étudiants, c'est aussi pour les gens qui veulent s'installer, les professions libérales et les médecins. Il y a évidemment, on va pas en reparler, l'insécurité qui bloque l'installation, les problèmes de stationnement, de mobilité, on en parlera tout à l'heure, et aussi les problèmes de taxes, de fiscalité. En tant que premier magistrat de ma ville et maire de Grenoble, je défendrai les intérêts de ma commune auprès des ARS. Je lutterai aussi auprès des aides de la région et de l'État pour avoir des moyens. Je ne vais pas être en attente béni oui, il n'y a pas de médecin, je vais agir. Nous proposons donc concrètement une aide à l'installation de nouveaux médecins traitants ou de spécialistes. Pour cela, nous proposons des travaux subventionnés quand ils en ont besoin, une prime d'installation, 2 ans de prêt de locaux et l'incitation à l'utilisation d'assistants médicaux pour augmenter le nombre de patients pris en charge par un généraliste. La CPAM estime que c'est à peu près 20%. La ville ne remplace pas l'État ni l'assurance maladie. On ne peut pas salarier des médecins, mais on peut leur faire gagner du temps. Limiter la charge administrative, mutualiser les médecins, faire des offres d'emploi sur le site de la commune, aller à la pêche aux médecins, et tout ça coordonné avec un fonctionnement. Il faut aussi une écoute avec les médecins. Les médecins ont des revendications, il faut aussi les entendre. Pour cela, nous proposons la création d'un médiateur à la ville de Grenoble avec les personnels de santé pour qu'ils puissent dialoguer et échanger avec eux. Nous proposons également le soutien évidemment des centres de santé de Saint-Bruno et de Flaubert. Et nous voulons que la clinique mutualiste, et je les ai rencontrés pendant cette campagne, notamment un syndicat, reste à usage non lucratif. Nous pensons que la santé est un bien commun, Grenoble doit s'en doter. Nous sommes une grande ville, nous avons beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises. Il n'est pas pensable avec le montant des taxes foncières et le montant des impôts dans cette ville que nous n'ayons pas de médecins. C'est absolument honteux. Il faut remettre des médecins et baisser les taxes en même temps. Comme la sécurité, on est là dans une situation où les enjeux du national et du local se croisent. On subit tous dans le pays les conséquences d'une loi qui a limité très fortement la production, on va dire ça comme ça, de médecins. Pour autant, il y a effectivement des choses à faire localement et pas peu de choses. On a parlé de sécurité. Plus globalement, il y a un enjeu effectivement d'attractivité du territoire qu'il faut absolument pas négliger. Il y a aussi, et ça c'est des échanges qu'on a pu avoir avec les professionnels de santé, il y a aussi des enjeux de perception en matière de propreté. Il y a des enjeux de stationnement. Les professionnels de santé ont du mal à exercer leur métier, les infirmiers et les infirmières notamment. La politique autour de l'enfance, les places en crèche, c'est beaucoup de demandes sur ce sujet. La dynamique de centre-ville, la place des commerces, aujourd'hui, on nous fait remonter ces éléments-là. Mais ce qui, effectivement, est le principal sujet sur la médecine traitante, c'est l'accès aux soins. Donc 50 000, vous l'avez dit, Alban, médecins traitants qui vont manquer, ça veut dire, grosso modo, en début de carrière, 50 médecins qui ont à peu près une patientèle de 1000 personnes. Donc il faut des solutions qui soient efficaces pour ça. Les centres de santé, c'en est une, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aussi des maisons pluriprofessionnelles de santé, parce que les médecins, et là je vais différer un petit peu de ce que disait Alain Brunon, effectivement la médecine salariée, ça peut en attirer certains, mais c'est pas la majorité. Ils ont aussi un souhait d'indépendance. Donc la médecine libérale est une vraie demande. Elle peut être accompagnée, et c'est ce que nous souhaitons faire dans le cadre de projets collectifs, donc c'est des maisons pluriprofessionnelles de santé qui doivent être conventionnées secteur 1, mais ça c'est véritablement une méthode pragmatique pour aller chercher de nouveaux médecins, de jeunes médecins que nous formons, qui sont de qualité sur notre territoire. Et puis bien évidemment, il faut soutenir les initiatives qui sont déjà présentes, c'est le point de départ, le GHM, je partage complètement ce point, et évidemment le centre de santé communautaire à Saint-Bruno. La santé, c'est un peu le fil rouge de notre projet. Parce que à la fois c'est une préoccupation, c'est l'une des 3 principales préoccupations des Grenobloises et Grenoblois. Donc nous souhaitons d'abord garantir l'accès aux soins à toutes et tous. Alors sur les gros projets que nous portons, la première chose c'est d'avoir un centre de santé par secteur. Aujourd'hui il en manque 2, donc nous sommes en train de travailler avec le collectif Saint-Bruno. Ça sera le premier projet que nous lancerons quand nous serons élus, de travailler sur le lancement de ce centre de santé pour avoir une bonne couverture de l'ensemble des secteurs de la ville. Le deuxième sujet, ça a été évoqué, la question du GHM. Moi, j'ai dans ma vie professionnelle précédente accompagné dans le monde coopératif le GHM, donc la MUT, auquel les Grenoblois sont attachés, mais qui est aussi notre 2e établissement de soins à Grenoble après le CHU, donc qui est évidemment un sujet très fort de préoccupation, qui passe au tribunal très bientôt et sur lequel nous devons être très attentifs pour que ça reste un ESPIC, pour que ça reste une garantie du soin à toutes et tous de manière publique
et avec une gestion publique, puisqu'on connaît les dérives que ça a connues. Je voudrais élargir un peu le sujet, parler peut-être aussi de santé scolaire, parce qu'on est l'une des 10 villes en France qui a encore de la santé scolaire, et nous souhaitons prolonger cette santé scolaire, qui est vraiment une manière de réduire les inégalités d'accès aux soins. C'est une des particularités de la ville de Grenoble, et nous souhaitons continuer cet axe. En complément de l'accès aux soins, ce qui nous semble très important, c'est de travailler sur ce qui détermine la bonne santé. Aujourd'hui, à 85%, on est en bonne santé parce qu'on vit dans un bon environnement. L'accès aux soins, c'est un sujet, la bonne santé, c'en est un autre. Ça veut dire travailler à la fois sur des questions d'isolation thermique, de pollution de l'air. On sait qu'on a une ville où on a plus de maladies respiratoires qu'ailleurs. C'est aussi la question du lien social, qui est le premier déterminant de santé, et du sport santé, mais aussi de l'alimentation. L'alimentation, c'est un gros sujet, de se dire comment on a une alimentation qui est à la fois abordable et de qualité. C'est pour ça que nous soutenons la sécurité sociale de l'alimentation, nous soutenons les ordonnances vertes, les paniers bio pour les femmes enceintes, pour permettre une alimentation de qualité pendant la grossesse, mais aussi les cantines accessibles et bio. Alors, la santé, ça ne doit pas être une ligne rouge sur un projet, c'est plutôt une ligne verte. Il faut que tous les voyants soient ouverts pour que la santé fonctionne. Le constat, c'est comment se fait-il que dans un territoire qui forme les meilleurs médecins au monde, CHU de Grenoble forme les meilleurs médecins au monde, nous soyons dans cette situation-là. Ça veut dire qu'en réalité, le maire, pendant 12 ans, qui est le président du conseil de surveillance du CHU, qui est le responsable de la coordination des soins dans la ville, le maire n'a rien fait. C'est une question dont il ne s'est pas préoccupé. Votre majorité, Madame Ruffin, ne s'est pas préoccupée de la santé dans Grenoble et a laissé les Grenobloises et les Grenoblois se retrouver aujourd'hui dans des situations catastrophiques. Donc non seulement il y a la question de l'accès aux soins pour ceux qui pourraient, s'il y avait des médecins traitants, mais qui n'ont pas la capacité d'y aller, et pendant 12 ans, vous n'avez rien fait. Votre majorité n'a rien fait, Madame Ruffin, et parler aujourd'hui de l'accès aux soins alors que rien n'a été fait pendant 12 ans, je trouve que c'est fort de café. Mais en plus, effectivement, on a laissé dépérir la médecine libérale. On a laissé dépérir la clinique mutualiste parce que la clinique mutualiste aurait pu faire l'objet d'une attention particulière de la ville. Il y a eu un temps la métro qui s'en est préoccupée, mais la ville a complètement laissé à l'abandon les syndicats qui se sont mobilisés. Les habitants de Saint-Bruno, que vous n'êtes pas les seuls à avoir rencontrés, ont été laissés à l'abandon par vous. Donc oui, il va falloir effectivement redonner de la médecine libérale. Il faut travailler à des centres de santé communautaires. Il va falloir financer tout ça. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est comment vous allez financer. Nous dégagerons les moyens d'installer à la fois la médecine libérale et en même temps de pouvoir protéger les centres de santé, notre système actuel, et d'avoir d'autres centres de santé. On va déjà commencer par le commerce. On a vu que nombre de magasins ont fermé. On voit que les grandes marques partent, notamment vers Nerpic. Voilà, la question, elle va être simple. Hors stationnement et transport, parce qu'on l'évoquera juste après, quel peut être le moyen, quels peuvent être les leviers pour attirer de nouvelles enseignes et en tout cas éviter que les autres, celles qui sont déjà présentes, partent de Grenoble? Quand j'entends quand même Laurence Ruffin dire qu'elle va travailler au centre de santé Beria alors que sa majorité l'a refusé en février, alors qu'il y a un mode de financement, je trouve qu'en période électorale, c'est vraiment d'une démagogie folle. Quand elle parle de la santé scolaire, c'est la seule majorité qui réduit les postes de santé scolaire à Grenoble depuis tous les temps, c'est la majorité qui vous soutient. Donc il faut quand même, il y a des moments où il faut donner le réel pour que la démagogie ne l'emporte pas. Alors s'agissant du commerce, tout se tient. Hein, une ville propre, une ville sûre, une ville accessible, une ville éclairée. C'est une ville où on a envie de flâner, de venir et de consommer. Or, tous ces critères-là ne sont pas remplis, malheureusement. Je ne sais pas si c'est faire du bashing que de dire ça, mais c'est un fait qui est constaté par les Grenoblois et par ceux qui visitent Grenoble. Parce que cette municipalité a été inattentive, désintéressée aux problèmes de vie quotidienne et d'attractivité de la ville. Donc il faut une cohabitation maîtrisée des modes de déplacement, effectivement. Il faut une ville verte qui sanctuarise les espaces de respiration, puisqu'elle est devenue la première des grandes villes pour les îlots de chaleur sous la municipalité verte. C'est quand même incroyable. Il faut
des parkings relais. Il faut des produits d'appel, comme le stationnement gratuit entre midi et 2, pour qu'on ait envie de revenir dans la ville et qu'un plat du jour ne coûte pas le prix d'un stationnement. C'est une ville qui peut retrouver sa vitalité commerciale perdue et pas continuer dans l'effondrement. Parce que le taux de vacances commerciales de Grenoble est un des plus élevés de France. Il a doublé et il est un des plus élevés. Ces rideaux baissés, c'est pas normal dans une métropole de 700 000 habitants. Nous devrions être le cœur de cette métropole, Grenoble, ce cœur attractif où on a envie de vivre et où on a envie de venir. Alors nous, notre... Je m'arrête là, pardon. Alors, je vais respecter votre question et ne pas parler du stationnement, mais c'est un point central. On y viendra après. Le commerce, déjà, c'est ce qui fait vivre une ville et son économie. Il n'y a pas d'État fort et de mairie forte sans, évidemment, commerçants, sans entreprises. Il y a 2 leviers dans votre question et on n'en parle pas assez. Il y a aussi les grandes entreprises. Les grandes entreprises ont besoin d'être soutenues. Et aussi les commerçants, les indépendants, les associations. On a une municipalité qui a été dans des dogmes idéologiques. Plutôt que les mesures fonctionnelles, elle a préféré l'écologie punitive, avoir des labels écolos sur des labels écolos sur des labels écolos qui viennent contraindre la pratique du commerce, qui viennent contraindre l'installation. Nous proposons aussi une ville qui ait des animations commerciales, qui soient festives. Nous proposons la création de fêtes, de braderies, la redynamiser en accord avec les commerçants et les associations. Il y a aussi, quand on parle de commerce, excusez-moi, pour avoir travaillé 10 ans dans le secteur privé, il y a la question des taxes, des impôts, notamment la CFE. La CFE, il faut évidemment la baisser. Il faut un fléchage des priorités du budget de la ville de Grenoble vers la sécurité. Il faut arrêter des dépenses inutiles, on y viendra tout à l'heure. Je propose donc dans mon programme une baisse de la CFE de 5%. Il faut aussi limiter les contraintes administratives et donner de la lisibilité, de la transparence. Quand vous parlez avec des commerçants, ils vous disent le mois de mars, j'ai le droit de mettre ma terrasse. Au mois d'avril, ça change, on ne sait pas pourquoi. Au mois de mai, il y a une nouvelle réglementation municipale. Il faut arrêter tout ça. Il faut donner des justifications avant les décisions, la concertation, arrêter les folies d'aménagement sans concertation sur certaines places et discuter avec les commerçants et les représentants d'intérêts. Je propose donc l'exonération aussi sur certaines redevances comme les terrasses. Il faut aussi valoriser évidemment les PME locales quand c'est possible sur certains appels d'offres. On sait qu'il y a des lois notamment de l'Union européenne qui les limitent. Nous ferons tout pour les contourner et pour favoriser le localisme et le protectionnisme à l'échelle de la ville et de la métropole. Et enfin, valoriser les filières industrielles et aussi les grandes entreprises. Pour Grenoble Capitale Citoyenne, une ville où il fait bon vivre, c'est aussi une ville où les commerces peuvent vivre. Du coup, les différentes thématiques de cette question, commerce, cadre de vie, écologie, sont des éléments qui vont particulièrement bien ensemble. Il faut, en permettant à Grenoble de s'adapter au réchauffement climatique, on se donne aussi la possibilité, par exemple en été, de rendre la ville agréable et donc d'attirer tout simplement des personnes. On en reparlera certainement. Il faut prendre soin de l'espace public, quoi qu'on en dise, les enjeux de propreté, de sécurité, d'entretien facilitent ou empêchent l'accès ou la volonté d'accéder au centre-ville. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour impacter la dynamique commerciale? Pour nous, il y a 2 choses. Il y a redonner de la vie. Redonner de la vie, ça passe par développer les animations. On était à un débat avec la Belle Ville en début de semaine. Il y a une 30aine d'animations par an. Il y a encore mieux à faire et il ne faut pas faire que le centre-ville. Il y a beaucoup de quartiers sur lesquels il faut travailler. Il faut encourager la diversité des commerces. Moi, par exemple, je suis fermement opposé à la fermeture des bibliothèques de proximité en centre-ville qui jouent un rôle d'appel et qui aussi parle d'une certaine vision de la culture et de l'accès à la culture. Et puis le vide appelle le vide, donc aujourd'hui il y a des rideaux qui sont fermés, il faut voir de quelle manière on peut occuper temporairement, habiller ces espaces-là. Et puis il faut lutter très concrètement avec des leviers précis sur la vacance commerciale. Il existe aujourd'hui une foncière commerciale à la métropole qu'il faut doter de plus de moyens pour qu'elle puisse acquérir et relouer des biens. Il faut pouvoir tester l'encadrement des loyers. Et puis, nous sommes également en soutien d'une loi qui est aujourd'hui portée à l'Assemblée qui permettrait de limiter le report de la taxe foncière par les propriétaires sur leurs locataires, puisqu'aujourd'hui, plus de 90% des locataires des surfaces commerciales payent la taxe foncière qui est imputée, ou en tout cas répercutée par les propriétaires des locaux. Grenoble, c'est une ville exemplaire d'un point de vue santé scolaire. On est dans les 10 premières villes. Donc,
Pas du tout. Deuxièmement, en fait, je comprends bien que vous cherchiez à m'assimiler. Excusez-moi, c'est à moi de parler. Vous cherchiez à m'assimiler à la majorité sortante. Ça, c'est vrai que c'est facile. Mais moi, en fait, mon histoire, c'est que je suis issue du monde coopératif. J'ai 20 ans d'engagement à Grenoble dans différents projets grenoblois. J'ai dirigé une entreprise qui performe, qui fait partie des 6% des entreprises les plus robustes de France. J'ai contribué à beaucoup de projets sur le territoire et j'aime ma ville. Et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui, parce que je considère qu'on a une belle ville et je voudrais plutôt aller sur des propositions plutôt que des propositions nouvelles. Je m'engage, je ne suis pas élue, je ne suis pas membre d'un parti politique et donc je m'engage dans un nouveau projet pour donner un nouvel élan pour Grenoble, parce que je crois que la ville, c'est vraiment le bon niveau pour agir. C'est-à-dire c'est là où on peut à la fois faire avec les gens et en même temps porter un projet de société. Donc bien vivre dans sa ville, c'est avoir des commerces. C'est avoir des commerces dans le centre-ville, mais aussi des commerces de proximité. Les commerces dans le centre-ville, aujourd'hui, ça veut dire les accompagner. Les accompagner, je pense notamment à un guichet unique. Ce qui nous est renvoyé aujourd'hui quand on va voir les commerçants, c'est que c'est la simplification. Comment on peut donner des interlocuteurs de façon plus simple pour l'installation des commerces. C'est aussi la question des loyers qui sont élevés à Grenoble. Comment on peut travailler avec les propriétaires, avec la foncière qui a été évoquée, qu'on doit amplifier, mais aussi sur la question du plafonnement des loyers, de telle manière à ce qu'on ait une facilité de vie pour les commerçants. C'est aussi travailler sur des commerces de quartier. J'insiste dessus parce qu'on parle beaucoup ici du commerce de proximité. Je pense notamment à Village Vivant qui accompagne des commerces d'une autre manière dans l'économie sociale pour faire en sorte que dans chaque quartier, on ait des commerces qui soient des lieux de vie, des lieux de consommation, parce qu'on sait que la consommation a changé et que nous devons accompagner cela. Aller en ville c'est aussi parce que il se passe des choses, qu'il y a de la vitalité. C'est aussi travailler avec des associations comme la Belle Ville qui aujourd'hui travaille sur un certain nombre d'animations dans la ville. Et c'est aussi pour ça qu'on va en ville, parce qu'il se passe des choses dans notre centre. Madame Ruffin, vos idées sont contraires à vos actes. On parle du commerce. Vous nous dites que vous n'êtes pas dans la majorité sortante. Nous parlons du commerce alors que l'adjoint au commerce est, sauf erreur de ma part, dans votre liste. Donc vous êtes la continuité de 12 années que nous venons de passer. Donc je crois que pour parler de commerce, vous n'êtes pas forcément la mieux placée. Il y a un mot quand même qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas de commerce sans clientèle. On a beau faire tous les plans qu'on veut, on peut faire réquisitionner tous les locaux vacants que l'on veut, on peut faire toutes les aides économiques que l'on veut, mais il n'y a pas de commerce durable sans clientèle. Et donc à la grande différence de ce que les uns et les autres avaient pu présenter, moi je souhaite que nous nous attaquions à la question de la clientèle et à faire en sorte qu'il y ait à nouveau de la clientèle importante à Grenoble et de la clientèle qui consomme des boutiques traditionnelles, qui consomme de l'économie circulaire, peu importe, mais que nous ayons de la clientèle. Ça veut dire avoir une politique attractive pour les familles, ça passe par tous les moyens que vous avez indiqués. Mais ça veut dire aussi, et permettez-moi de le dire, mais je crois qu'on a besoin aussi de projeter la ville sur une autre ambition. Et dans ces ambitions, c'est comment je fais en sorte que la ville de Grenoble, au-delà de ses habitants, rayonne à l'extérieur. Moi, je veux qu'à nouveau, Grenoble accueille de grands congrès. Je veux que nous ayons les meilleurs chercheurs qui viennent débattre à Grenoble, les meilleures entreprises qui viennent débattre à Grenoble, que nous ayons des milliers de congressistes chaque année dans notre ville, parce que des milliers de congressistes, ce sont des milliers de nuits, ce sont des milliers de restaurations, ce sont des milliers de week-ends, ce sont nos accès de culture. Et tout ça aussi, c'est important. Aucun d'entre vous n'a parlé effectivement de Grenoble-Turin à l'échéance 2030-2050 qui va permettre effectivement de nouveaux apports et de travailler sur la préconnexion avec le Grenoble-Turin. C'est aussi ça et nous avons besoin d'élever le débat. Et vous avez toutes et tous et nous avons tous des rustines pour le commerce, mais nous devons avant tout refaire venir de la clientèle à l'intérieur comme à l'extérieur. D'abord, moi, je suis assez gêné qu'à chaque fois qu'on parle du commerce, on parle du centre-ville. La majorité sortante a un bilan. Moi, j'ai grandi à la place des Géants. Désormais, à la place des Géants, il n'y a plus un commerce de proximité. La majorité sortante a dilapidé les commerces qui faisaient la vie sociale et la vie de la cité dans bon nombre de quartiers populaires. Par conséquent, il y a des générations de Grenoblois, et en particulier des jeunes qui ont grandi sans commerce de proximité. On n'aurait pas permis qu'un seul habitant du centre-ville soit traité comme un seul habitant des quartiers populaires qui a dû faire sans commerce de proximité. Ensuite, faire avec une donnée essentielle, c'est que désormais le mode de consommation en France et à Grenoble a changé. Les gens sont adeptes du commerce en ligne et tout ça, c'est une donnée naturelle à laquelle il faut composer lorsqu'on est candidat à une élection.
Quand un emploi en ligne est créé, c'est 6 emplois de commerce de proximité qui sont supprimés. Donc ce qu'il faut faire, c'est de considérer l'activité commerciale en ville. Comment est-ce qu'on le fait? On relance la consommation populaire. Et comment est-ce qu'une collectivité peut relancer la consommation populaire? C'est soulager le poids des familles qui sont déjà dans une grande précarité et qui, pour 85% des Grenoblois, doivent renoncer à un achat du fait de leur situation économique. Donc on relance la consommation populaire. Avec la France Insoumise, nous avons proposé la gratuité de la cantine scolaire qui va alléger le poids financier des familles. Nous avons proposé également la gratuité des transports en commun qui va connecter le centre-ville et les quartiers populaires. Il faut aussi dire que ras-le-bol de soutenir les grands groupes et les grandes entreprises. On l'a assez fait. En 2023, ST Microélectronique a été gavé d'argent public, 3 milliards d'euros. ST Microélectronique a son siège social basé en Suisse et paye ses impôts en Pays-Bas. Moi, je pense qu'il faut plutôt soutenir les commerces de proximité plutôt que des grands groupes qui s'accaparent l'argent public pour nourrir leurs actionnaires de dividendes. Et ensuite, dire bien évidemment que c'est pas grave d'avoir un bilan. Alain Confesson était adjoint au commerce. Désormais, il se retrouve sur la liste de Madame Ruffin. Nous, il a été sanctionné, il n'est même plus à la France Insoumise. Bon, voilà, il compose une autre liste. Et ça, c'est naturel, c'est quelque chose qui existe et il faut l'assumer. On va repartir sur les transports en commun. On a gardé qu'une seule question, c'est celle qui concerne la gratuité des transports en commun. On en a beaucoup parlé ces dernières années, les avis divergent. On voudrait connaître votre position et si vous êtes pour cette gratuité des transports en commun, votre manière de la financer. Nous sommes opposés à la gratuité généralisée. Nous portons une forme de gratuité. Nous voulons tendre vers la gratuité pour les moins de 18 ans. Le coût, il est faible. L'impact en matière de développement ou de changement des habitudes, il est fort. Ce qui est important là-dedans, c'est de, pour moi, rejoindre l'avis des experts, l'ADTC notamment, qui parle d'une priorité qui est le développement de l'offre, notamment pour un territoire qui est aussi grand que le nôtre. C'est ça que nous portons. La relance notamment du tram, qui n'a pas vu de kilomètres ne serait-ce que voté depuis plus de quasiment 20 ans. La poursuite du vélo, cette fois, en sortant de la ville-centre pour faire venir les habitants, par exemple, des Bains, qui ont besoin aussi de ces infrastructures-là. Et nous voulons aussi, bien évidemment, continuer le travail de lobbying qui a été fait pour le RER métropolitain, qui sera un véritable changement de paradigme pour les transports et les habitudes, notamment de travail sur tout le territoire. Nous sommes favorables au transport en commun gratuit le week-end, déjà parce que c'est faisable financièrement, mais aussi parce que c'est une manière de répondre à plusieurs enjeux. D'abord, d'accompagner les changements d'habitude. On sait que dans les villes qui ont commencé par la mise en commun des transports en commun gratuits, en fait, les gens commencent à se mettre au transport en commun et continuent la semaine. Ensuite, c'est une manière de travailler sur le pouvoir d'achat, de favoriser le pouvoir d'achat, et on sait que c'est un gros enjeu aujourd'hui. En France, mais notamment à Grenoble, où on a quand même de grandes inégalités sociales. C'est aussi la question de revitaliser le centre-ville, faire en sorte que les gens aient envie de venir dans le centre-ville pour faire leurs courses, pour se promener, pour flâner, pour se rencontrer. Et ça nous semble un enjeu important aussi pour le commerce. Et enfin, c'est aussi une manière de proposer aux Grenoblois de pouvoir aller à la montagne, le week-end, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de Grenoblois qui n'y vont jamais ou qui n'y sont jamais allés. Et au-delà des transports en commun, on veut continuer à développer les cheminements piétons, je pense notamment aux quais, sur lesquels en partie nous voulons élargir la partie piétonne et continuer les chrono-vélos. Donc sur la gratuité, vous savez que de toute façon cette question dépend du SMAG et d'une discussion qu'il faut avoir à ce niveau-là. Il faut concerter. Moi je suis favorable à ce qu'il y ait de la gratuité ciblée. Il y en a dans les périodes de canicule. Et c'est une bonne chose. Les transports, il faut mettre les transports en commun gratuits pendant les périodes de canicule. Il faut, pendant les événements commerciaux, mettre effectivement de la gratuité. On le voit notamment pendant les fêtes de fin d'année, parce que ça fait venir aussi au centre-ville une clientèle qui parfois est un petit peu plus éloignée. Donc la gratuité ciblée, le développement du RER métropolitain, je suis assez favorable aussi, Monsieur Gentil, à cette solution. Il faut pouvoir le développer. Et effectivement, nous avons la chance d'avoir un beau réseau de trams. Il mérite que quelques kilomètres supplémentaires puissent être faits, de telle sorte que cette liberté responsable dont je parlais, ce soit d'abord une capacité à avoir l'offre la plus grande. Moi, je suis bien évidemment pour la gratuité
gratuité des transports en commun. On est d'ailleurs la seule liste à Grenoble à la porter sur la question du week-end, sur la question des moins de 26 ans pour commencer, puis ensuite sur une gratuité généralisée pour l'ensemble des Grenoblois. C'est finançable, il suffit d'augmenter le versement mobilité des entreprises de plus de 11 salariés, de récupérer les plus-values foncières dégagées par l'augmentation de l'offre et du développement du réseau. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une mesure écologique puisque les centres-villes sont pollués. La pollution généralisée dans les villes, ça coûte 100 milliards d'euros à la société. La gratuité a un coût bien moindre. On est dans une métropole qui est riche, bien que beaucoup disent le contraire. Et donc, il faut faire en sorte de faire rentrer le droit à la mobilité dans le giron des droits inaliénables des individus. On a réussi à le faire au moment du Front populaire pour d'autres droits. On a fait la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, le droit à la mobilité doit être le prochain droit des individus dans les centres-villes. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas de gratuité. Je veux dire, quand Laurence Ruffin promet la gratuité week-end, c'est 15 millions d'euros par an. Éric Piolle proposait la gratuité aux 18-25 ans, c'était une promesse, elle n'a jamais été faite, elles ne sont jamais appliquées. La situation du SMAG, il faut que ce soit la métropole qui verse cette somme. La métropole a 16 millions de déficit qu'elle ne peut pas trouver. Elle a son siège à payer 108 millions pour 70%. Évidemment, il ne se passera rien, ce sont des promesses en l'air. Totalement en l'air. Je ne parle pas de la gratuité totale qui coûte 70 millions d'euros. Donc, tout ça, c'est pour faire voter. On a fait voter les jeunes Piolle en 2014 et 18-25 ans. Ils ont voté Piolle pour la gratuité et ils n'ont rien vu venir. Nous, ce que nous essayerons de financer, si on le peut, c'est par exemple le premier jour des soldes, un moment de gratuité, le jour de la fête des alpages, un moment de gratuité pour faire revenir le premier jour du marché de Noël, pour essayer de faire revenir les Grenoblois dans le centre-ville. Voilà ce qu'on peut essayer de financer. Tout le reste, c'est du discours électoral. La question de la gratuité au Rassemblement national, on ne veut pas la balayer d'un revers de la main. Contrairement à M. Piolle et ses successeurs, nous ne sommes pas dans les mesures dogmatiques. La question, c'est de faire un audit, savoir où on est dans les finances publiques. Et la question, c'est qui va payer. Si c'est faire payer les actifs, ou comme Mme Ruffin le veut sur le logement, faire payer les propriétaires tout le temps, nous sommes contre. Nous sommes pour revoir la politique tarifaire de la TAG. Nous voulons que les actifs n'aient pas à payer des prix exorbitants pour aller travailler. Nous voulons que des personnes dans des situations bien précises, notamment de handicap, aient la gratuité ou des tarifs réduits. Nous voulons qu'il n'y ait pas de promesses dans le vent. Comment on va financer ça? Qui va payer? Vous avez parlé de gratuité le week-end, vous n'avez pas parlé de chiffres. Comment on finance? Sur qui? Qui paie? C'est des questions précises. À un moment, vous avez été chef d'entreprise, vous avez tenu des tableaux comptables, faites-en un pour la gratuité, vous verrez que c'est malheureusement pas possible. Nous sommes favorables évidemment au développement des réseaux de transport en commun, le RER métropolitain. Encore une fois, nous ferons pression auprès des services de l'État, région, département, pour obtenir le meilleur pour Grenoble. Des remarques qui revient souvent, c'est que Grenoble est une ville sale, taguée, où on peut croiser des rats en plein centre-ville. Est-ce que vous partagez ce constat d'abord et qu'est-ce que vous proposez pour y remédier ? Sur la propreté, en fait, c'est un sujet qui nous revient souvent, donc sur lequel nous pensons que nous devons travailler par un travail de proximité. Donc ce que nous soutenons, c'est la mise en place de permanences du quotidien dans les maisons des habitants, dont l'idée est de dire qu'aujourd'hui, avec le fil, on a souvent des réponses qui sont un peu éloignées. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit par les Grenobloises et Grenoblois. Donc nous souhaitons la mise en place de permanences de telle manière à avoir un endroit physique, un lieu de discussion et un endroit pour gérer au plus près des gens des questions de voirie et les questions de propreté qui permettent aussi de coordonner la question de la métropole et la question de la ville. C'est aussi de continuer à travailler avec la brigade anti-tag pour être plus efficace dans un certain nombre de quartiers, notamment en allant plus loin. Je pense en particulier à la question de la végétalisation des murs, puisqu'on sait qu'après, il y a moins de tags quand on a travaillé sur le sujet. Du coup, j'élargis le sujet en disant qu'être dans une ville où on vit bien, c'est aussi une ville qui est propre, c'est une ville qui donne envie, c'est une ville qui est belle, et c'est aussi une ville qui est végétalisée. J'insiste sur ce sujet parce qu'on est quand même dans une ville qui va subir le plus tôt et qui subit déjà de plein fouet le réchauffement climatique. On a pendant 1 mois et demi par an l'été plus de 35 degrés en 2050. En tout cas, c'est ce qui est prévu. On voit déjà les canicules aujourd'hui. Et la question, c'est comment on s'y prépare, comment on adapte la ville et comment on se prépare à cela. Donc ça veut dire végétaliser massivement. Nous portons l'idée d'avoir un parc à 5 minutes de chez soi. Ça veut dire avoir un accès à l'eau. Nous travaillons sur le fait de se baigner dans l'Isère, ce qui est une mesure qui à la fois crée de la convivialité
et qui est très simple et très, très peu cher, puisqu'aujourd'hui, il y a le collectif des gens qui ont chaud, qui ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet. C'est aussi la question de la désimperméabilisation partout où c'est possible, de telle manière à avoir une qualité de vie forte dans la ville. C'est aussi la question des ombrages et des couleurs dans la ville pour faire en sorte que Grenoble soit une ville belle. J'étais en train d'imaginer la baignade dans l'Isère. J'entends, Madame Ruffin, le collectif des gens qui ont chaud, mais vous devriez entendre aussi le collectif immense des contribuables grenoblois. Ça n'est pas finançable. Ça n'est pas finançable. Des lacs baignables, il y en a eu partout en France. Il y a eu la Seine. On sait que tous les budgets ne sont pas tenus. Le lac de la Villeneuve n'est pas souhaité par les habitants et vous nous proposez déjà autre chose en remplacement qui n'est pas plus financé. Donc n'écoutez pas tant le collectif des gens qui ont chaud, écoutez le collectif large des contribuables grenoblois et ce sera bien. Alors une ville qui est propre, c'est une ville effectivement qui se respecte. L'ambition, elle doit être assez simple. Il faut faire de Grenoble la ville la plus propre de France. Il faut faire de Grenoble une ville fleurie 4 étoiles qui est capable de concurrencer dans sa beauté paysagère, Chambéry ou Annecy. Voilà le cap qu'il faut se donner. Il faut qu'il soit atteignable et pour qu'il soit atteignable, ça ne va pas être dans des discussions dans les maisons des habitants. Ça va être en renforçant les effectifs qui sont sur le terrain, en leur donnant le matériel qui est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant en sorte qu'effectivement, il y ait une fluidité entre les services de la métropole et les services de la ville, s'agissant de la voirie, en faisant en sorte que le matériel soit à disposition des personnes. Il faut cesser cette logique qui consisterait à ce que les Grenoblois viennent se plaindre. Il faut avoir suffisamment d'effectifs pour que le travail soit fait avant même qu'il soit signalé. Voilà ce qu'il faut faire. Que le travail soit fait avant qu'il soit signalé. Et moi, je souhaite rendre hommage à tous nos agents parce que, effectivement, on dit que cette ville est sale, on entend beaucoup ça. Moi, je pense que ça doit être très dur pour un agent municipal qui est chargé de cette mission d'entendre ça. Je veux aussi redonner de la fierté à nos agents municipaux en leur donnant les moyens d'accomplir leur mission. Sur la question de la propreté, c'est simple. La ville, elle est ce qu'elle est. Les gens ne sont pas sales par nature. Les gens connaissent des difficultés autour d'eux, autour de chez eux, quant à la propreté des rues, à la propreté de leur quartier, parce que les services publics sont en recul et parce que la puissance publique a été incapable d'organiser le ramassage des encombrants, le ramassage des déchets, le nettoyage des tags, le fil de la ville, qui est une plateforme qui n'est pas assez efficace. Aujourd'hui, tout le monde le dit, il y a des tags en ville, ça joue sur le sentiment d'insécurité d'une, ça joue sur le sentiment dégagé d'une impropreté de la ville. Donc bien évidemment qu'il faut régler ces sujets. Et il n'y a pas 100 000 solutions. Il faut un service d'intervention rapide qui est en capacité d'agir rapidement. Et donc ça pose le cadre d'une compétence commune entre la métropole et la ville qui doit être renforcée. Parce qu'aujourd'hui, on a des agents de la métropole qui, sur une certaine voirie, ne savent plus s'ils doivent agir eux-mêmes, si c'est à l'agent de la ville d'intervenir. Donc il faut une gouvernance unique sur le sujet de la propreté, c'est évident. Ensuite, bien évidemment, un plan pluriannuel d'investissement en matériel, puisqu'il manque du matériel pour s'atteler à cette tâche-là de nettoyer les rues. Et puis, bien évidemment, dire que les agents se démènent avec le peu de moyens qu'ils ont et qu'il faut, au lieu de les culpabiliser, les accompagner et faire en sorte de renforcer leur capacité d'action, puisque les premiers à subir ce problème sanitaire qui est le développement des nuisibles, des rats, des cafards dans les appartements, notamment dans les quartiers populaires, et c'est les habitants les plus en difficulté parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour résoudre ces situations. Le bailleur actif qui est saisi à de nombreuses reprises par an n'intervient jamais et donc les habitants dans leur foyer sont en situation extrêmement tendue. Donc c'est auprès d'eux qu'il faut agir tout de suite et pour mettre en place des moyens d'action et pour faire en sorte d'arrêter ce petit discours de dire que la ville est sale, bah oui, mais au bout d'un moment on est candidat, il faut imaginer des choses pour résoudre ce problème. Bon, tout le monde est malheureusement d'accord, c'est affreux, cette ville avec des poubelles qui débordent, des ordures partout, des rats, des cafards. Alain Brennan vient de le dire, c'est affreux qu'une ville écolo produise un tel bilan.
Et c'est d'autant plus un scandale parce que l'espace public, il est en particulier très important pour les plus modestes, qui sont des captifs de la ville. Bien sûr, ça ne concerne pas ceux qui partent en week-end et qui ne s'attardent pas. Et donc, que cette municipalité ait laissé faire ça, moi je trouve que c'est un mépris, une sorte de mépris de classe, d'une certaine manière. Et Laurence Ruffin propose la mise en place de permanence et de dialogue. Non, évidemment, ça ne résoudra rien. Ce qu'il nous faut, c'est, Alain Brunon l'a dit, mais une gouvernance unique ville-métropole. Mais je l'ai proposé depuis 6 ans à la métropole et à la ville, où vous avez des amis qui siégeaient, et jamais ils n'ont voulu faire ça. Il faut une gouvernance unique qui permette de regrouper les services et ensuite une fusion des services pour redevenir efficace. Et pour les tags, eh bien, il faut des caméras et une police. Parce que pour que les taggeurs soient sanctionnés, ben, il faut les surveiller, il faut les prendre et il faut mettre des contraventions et des amendes. Parce qu'il y a 10 ou 20 taggeurs dans la ville qui sont des colos ultra-gauche, type brûler vos voitures, etc., qui souillent toute la ville, qui sont que quelques-uns, et qui dégradent les copropriétés modestes en particulier, quand on pense que des copropriétés modestes qui payent une taxe foncière la plus élevée de France, qui refont leur peinture, et qui voient le tag, et qui voient des tags brûler vos voitures sur eux, qui revient, c'est quand même scandaleux qu'on laisse faire tout ça, pour des raisons politiques. Donc, c'est toute cette bataille qu'il nous faut mener. On peut refaire de Grenoble une ville propre, avec une autre organisation des services qui sont tout à fait d'accord. Les employés, on les voit tous, ils sont tout à fait disponibles et volontaires pour le faire. Encore une fois, le sujet de la propreté montre l'impuissance des écolos. Ils donnent des discours, des donneurs de leçons, ils sont impuissants dans tous les domaines. Ça peut faire rire certains autour de la table. L'insécurité, ça me fait pas rire. Les commerces qui me ferment, ça me fait pas rire. Et les gens qui nettoient les tags et qui subissent les tags, ça me fait pas rire, Madame Ruffin. Nous proposons au Rassemblement national une sanction pour les taggeurs, du TIG pour les tags, du travaux d'intérêt général. Nous voulons que les gens qui salissent les murs, ils les nettoient. Contrairement à vous qui voulez peut-être les valoriser, essayer de comprendre pour je sais quelle raison, non. Ce n'est pas normal de taguer un mur et de le salir. Et nous voulons, à l'image du name and shame sur les entreprises, dénoncer les taggeurs et dire le coût qu'ils ont pour la société. Parce que qui paie ? Ce sont les propriétaires qui paient des taxes foncières. Et qui nettoient ? Ce sont les agents qui ont souvent des salaires modestes. Ce sont les classes populaires. Vous avez donc un mépris de classe des municipalités, des écolos, qui considèrent que le taxe n'est pas très grave, l'insécurité, c'est pas très grave. Si c'est grave, c'est l'image de la ville, l'attractivité qui en découle. Nous proposons, vu qu'on parle de propreté, l'éclairage. L'éclairage public a plusieurs vertus. Déjà, la sécurité. J'entends des jeunes filles qui me disent « je passe plus dans cette rue pour entrer chez moi parce qu'elle n'est pas éclairée ». Ce n'est pas normal, j'en ai honte, sachant le montant des taxes foncières et des impôts communaux dans cette ville. Ça permet aussi la visibilité. Il y a certaines rues, on ne voit rien, il y a des trous dans la voirie, rien n'est fait, c'est le chaos. Il faut absolument remettre de l'éclairage. Il faut aussi, dans l'éclairage, remettre de la beauté dans cette ville. Valoriser les ponts, les églises, les fontaines. On pourrait faire des jeux de lumière sur la Bastille, illuminer la Bastille en bleu, blanc, rouge, aux couleurs du Dauphiné. Ça vous fait rire, monsieur Lanty, monsieur Brunon, les couleurs de la France ? Ça, vous n'aimez pas la France ? Alors, si la France, ça vous fait rire, monsieur Brunon, vous pourrez vous présenter autre part. En l'occurrence, on est en France, à Grenoble, et on est en Dauphiné, en Isère. Et enfin, évidemment, l'éclairage, ça permet aussi l'écologie à travers les LED qu'on va développer, qui ont été développés à Perpignan par Louis Alliot, qui permettent d'augmenter l'empreinte écologique, puisque c'est de l'éclairage soucieux de l'environnement. Oui, ça me fait rire de répondre aux enjeux de propreté qui sont effectivement importants en projetant le bleu, blanc, rouge sur la Bastille. Ouais, ça me fait un peu rire. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Attends. Ouais, le rouge communiste, ouais, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Gerby. Je pense qu'il ne faut pas faire ce que vous avez fait. Vous opposez les gens, vous opposez le collectif des gens qui ont chaud, et vous opposez le reste des Grenoblois. Il y a différentes problématiques. Il y a des Grenoblois qui sont inquiets, qui sont demandeurs de plus de propreté. Puis il y a des personnes qui se préoccupent de comment est-ce qu'on va venir. Monsieur Gerby, vous pouvez répondre. Il y a des Grenoblois qui se préoccupent de comment on va vivre dans 10-20 ans par une ville à plus 3, plus 4 degrés. Donc il ne faut pas opposer ces besoins. La propreté, c'est une priorité pour
c'est dans le top 3 des priorités pour les Grenoblois. C'est un enjeu de fierté, c'est un enjeu de déplacement, de confort. Nous, on a recensé deux grandes catégories de besoins. Il y a un enjeu sur le quotidien, donc les encombrants, les déjections canines, les détritus qui traînent. Et puis, il y a un enjeu sur les tags. On a énormément de fois, ça paraît anecdotique, de personnes qui nous ont dit on invite des proches et quand on descend avec les bulles, on voit une ville taguée dans tous les sens et c'est ça le sentiment de propreté qui ressort. Donc pour commencer par les tags, il y a un enjeu à renforcer de façon importante la brigade des tags pour traiter ce sujet qui n'est pas simple, on est bien d'accord. Et puis ce que nous voulons porter pour les autres enjeux, c'est changer le rapport entre les habitantes et les habitants et leur territoire. Pour ça, nous voulons là encore travailler sur la proximité. Nous avons un concept d'agent relais ou concierge de rue qui serait visible, qui serait implanté dans chaque quartier, qui aurait pour but d'être visible, d'être en capacité d'être réactif sur les petits irritants du quotidien. Et je rejoins aussi un certain nombre d'entre vous. Il y a des enjeux de coordination entre les différentes collectivités qu'il faut travailler. Je dirais juste, en 1989, quand vous étiez maire, Grenoble a été classée la 9e ville la plus sale de France. Comme ça, si je dois faire rapide. Deuxième sujet, l'Isère baignable. En fait, ce n'est pas des grands aménagements comme à Paris. On se baigne dans la Marne, on se baigne dans la Seine, on se baigne dans la Drôme. Aujourd'hui, c'est de se dire, on doit pouvoir se baigner dans l'Isère. C'est aussi une question de coût. On n'a pas les moyens d'avoir des piscines alors qu'il fait très chaud, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas partir quand il fait très chaud à Grenoble. Donc nous avons le souhait et nous savons que ça nécessite des tout petits aménagements parce que c'est facile aujourd'hui pour le faire. Et nous avons un cofinancement, donc on est à 2 millions d'euros de montant aujourd'hui. Juste dire à M. Gabriel qu'il faut vous calmer. Je sais que c'est difficile pour vous. Ce matin, Street Press a révélé votre proximité avec des nervis identitaires. On vous voit très excité sur votre chaise, mais vous savez, c'était sûr que ça sortirait. C'est sorti pour votre frère à d'autres moments, ça sortira pour vous. C'est sorti, c'est pas grave, monsieur. Ensuite, dire que pour la question de la... Oui, et bien sûr, j'ai gagné tous mes procès contre le Rassemblement national et je suis très heureux. Non, je ne suis pas mis en examen. Vous ne connaissez pas le droit, monsieur, parce qu'il n'y a pas de mise en examen dans le cas d'injure publique. C'est la diffamation, la mise en examen. Donc, monsieur, calmez-vous. Ensuite, ce que je voulais dire sur la question de rendre l'Isère baignable. Bon, pour moi, il faut être sérieux 5 minutes. Les Grenoblois, ils ont d'autres attentes de la part de nous. Bien évidemment, déjà soulager le quotidien qui est bien difficile pour eux. Et ensuite, bien évidemment, faire en sorte de faire reculer le projet du lac baignable de la Villeneuve qu'on leur a imposé après avoir fermé la piscine Iris qui permettait justement aux habitants de la Villeneuve de s'y baigner. Donc tout ça, pour moi, vraiment, le lac baignable, c'est une insulte aux habitants de Villeneuve. Et se baigner dans l'Isère, c'est une insulte supplémentaire. Les Grenoblois, je crois, qui ont connu la période de la ville propre et fleurie, n'ont pas besoin de la leçon de Madame Ruffin s'agissant de cela. Nous savons faire, vous n'avez pas su faire depuis 12 ans, parce que quand même, c'est vous, vos adjoints là, qui sont dans votre liste, c'est eux qui nous rendent cette ville dans cet état. Dans cet état de voirie que tout le monde reconnaît. C'est affreux que vous laissiez ces poubelles, ces rats et ces cafards. Et Madame Ruffin, vous êtes mal placée pour nous donner la leçon. On est tous membres du collectif des gens qui ont chaud. Tous. Bah oui, parce que dans cette ville, rien n'a été fait pour lutter efficacement contre les îlots de chaleur. On souffre tous l'été de la chaleur. Mais ça n'est pas avec votre solution, qui est une solution en réalité. C'est une petite solution pour quelques-uns. Là où nous avons des besoins, c'est de refaire un plan d'ensemble sur l'ensemble de nos piscines pour que tout le monde en profite. Voilà la grande différence entre votre projet coopératif et ce que nous portons, c'est l'intérêt général. Vous voulez faire petit pour quelques-uns, nous vous voulons faire grand pour tout le monde. Je vais répondre à M. Brunon qui est caricatural et folklorique. Je rappelle, pour M. Brunon, l'extrême droite commence à Éric Piolle, à François Ruffin et à Marine Tondelier. Donc vous voyez, votre définition de l'extrême droite n'est pas la mienne. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un extrémisme qui est de votre camp. Vous venez perturber les meetings, vous avez des propos chocs. Ça vous fait rire le bleu, blanc, rouge, ça vous fait rire l'identité nationale. Je vais vous proposer l'installation à Grenoble d'une ambassade de la Palestine. Je ne vois pas ce que ça vient faire là. Ça, c'est plutôt risible. Oui, je pense que c'est très intéressant qu'on parle de l'eau. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On a une ressource qui est incroyable autour de nous. Réussir à rendre les rivières baignables, ça me semble être ce qu'il y a de plus populaire de la société. Enfin, ce n'est pas du tout une question d'élitisme ou ciblée sur un petit groupe d'habitants. Nous défendons la baignade dans le Drac, qui est
plus propre, avec moins de débit. On va s'y baigner très très prochainement. Et on pense après qu'il y a effectivement tout un enjeu autour du lac de la Villeneuve, qui est un processus que nous ne soutenons absolument pas et que nous voulons reposer. Il y a un enjeu sur les piscines qui coûte extrêmement cher, qu'on a besoin de rénover et donc qu'on doit gérer autrement. Alors sur la culture, il y avait beaucoup de sujets, donc on va se focaliser sur un établissement qui est emblématique de Grenoble, c'est le Palais des Sports. Aujourd'hui, le Palais des Sports, il coûte cher, il est vieillissant. Nombre de tourneurs locaux, voire même nationaux, vous disent qu'il n'est plus du tout adapté à des tournées. Ça veut dire que les Grenobloises et les Grenoblois, ils loupent pas mal de concerts. Beaucoup veulent le réinvestir, veulent l'investir mieux. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire pour le Palais des Sports? Et surtout, financièrement, comment vous le financez? Parce que les travaux sont à peu près estimés à 50 millions d'euros. Vous aurez compris que je ne proposerai pas comme modèle de financement un modèle coopératif qui ne me paraît pas adapté à la situation. Sur la culture, effectivement, il faut que nous puissions avoir une culture, et je reviendrai sur la question du Palais des Sports, une culture qui soit sécurisée. Nous avons proposé un office municipal de la culture pour vraiment faire en sorte que la création et la liberté de création soient sécurisées. Dans vos colonnes, il y avait eu des propositions sur le Palais des Sports et j'avais vu éventuellement de pouvoir réinvestir avec les brûleurs de loups, avec notre équipe phare. Pour ma part, ce que nous avons développé, c'est l'idée de créer autour du Palais des Sports, de l'Anneau de Vitesse, de la halle Clémenceau et du parc Paul Mistral, un grand campus olympique urbain et de remettre dans le Palais des Sports le Palais des Sports, avec une salle qui soit une salle multimodale, à la fois qui soit réinvestie par les associations sportives, parce que notre ville manque cruellement d'installations sportives pour les clubs, pour la pratique individuelle. Les agendas se bousculent. Donc il faut que l'on puisse recréer des lieux dans lesquels on va pouvoir pratiquer des sports et donc refaire le Palais des Sports, effectivement, et en même temps faire dans ce lieu un lieu qui soit aussi propice aux grands congrès. Je l'ai dit, je souhaite que dans Grenoble, nous ayons à nouveau de grands congrès de chercheurs, nous ayons la capacité de pouvoir faire venir des centaines, des milliers de personnes, de congressistes à Grenoble. Cette salle, elle doit être multimodale, allier le sport, la montagne et tout ce que l'on peut faire en termes de congrès, dans une logique financière qui est un partenariat public-privé, parce que le public n'a pas les moyens de pouvoir gérer un tel équipement. Donc il faut créer les conditions d'un partenariat public-privé qui réponde à ce besoin de sport, de sciences et de congrès. Bon, pour ce qui me concerne, je m'oppose à la privatisation galopante des équipements publics, d'autant plus qu'il manque des grandes infrastructures sportives à Grenoble. Et donc le Palais des Sports, pour ce qui nous concerne, restera dans le giron public et nous évaluerons le coût de sa rénovation, bien évidemment, parce qu'il y a des chiffres qui circulent, mais il faut cibler une rénovation qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, l'architecture de ce Palais des Sports ne permet pas d'y tenir tout type d'événements sportifs. Ce que je veux dire aussi, c'est que, bien évidemment, il faut se poser la question des acteurs qui occupent le Palais des Sports. Et aujourd'hui, en Isère plus généralement, il y a un grand plan social qui menace les acteurs du monde culturel. C'est 15 à 17 000 emplois qui seront bientôt supprimés ou en tout cas menacés largement. Par conséquent, la collectivité, elle doit agir pour garantir une subvention de fonctionnement aux acteurs culturels plutôt que faire des appels à projets qui tuent et détruisent l'initiative associative. Donc nous garderons, nous préserverons le Palais des Sports du giron des prédateurs du monde du privé qui toujours détruisent les équipements, parce que nous estimons que le Palais des Sports doit répondre à un intérêt social des Grenoblois les plus en difficulté qui doivent être en capacité de venir assister à des spectacles de qualité, à des compétitions sportives de qualité. Le forum des associations s'y tient, on est en capacité de faire des grands événements au sein du Palais des Sports. Donc nous allons préserver cet équipement-là dans le giron de notre collectivité. Oui, 50 millions, entre 50 et 80, suivant même les possibilités. Pourquoi? Parce qu'il a été abandonné depuis 12 ans. Donc c'est toujours pareil. Le bilan patrimonial de la municipalité sortante est une catastrophe, puisque pourquoi ça coûte cher? Eh bien, évidemment, plus on l'abandonne, plus ça s'accumule et plus ça coûte cher. Et donc les réparations sont de plus en plus chères. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut en faire évidemment il faut faire intervenir des financeurs.
Grenoble a besoin d'une sorte de zénith, d'un zénith culturel et sportif. C'est une salle superbe, hein, parce que c'est très rare des salles d'un seul, où il n'y a pas de piliers, etc., où on peut faire énormément de choses au plan sportif et au plan culturel. Donc le Palais des Sports, c'est un atout considérable, mais évidemment, il n'y a pas le premier sou dans le budget de la ville, ni d'ailleurs pour le musée de peinture que Laurence Ruffin prévoit également d'utiliser, qui coûte 20 millions d'euros. Et donc, il faut trouver des partenariats qui nous permettent de le faire, parce que en même temps, c'est un facteur d'attractivité. Si ce palais des sports redevient utile pour le sport, pour la culture, eh bien, on va à nouveau faire venir des personnes de l'extérieur. Grenoble va attirer à nouveau. Voilà ce que je peux dire sur le palais des sports. Je dis un mot sur la culture, bien que ce ne soit pas la question, à savoir que nous mettrons fin à la bureaucratie et à l'idéologisation de la culture que la municipalité a pratiquée jusque-là et qui a produit des effets détestables. Je rappelle que le théâtre municipal a perdu 40 000 spectateurs depuis que la municipalité a pris en main la programmation. Donc il faut faire cesser tout ça, redonner la liberté aux créateurs, remettre les créateurs à la tête des équipements pour que Grenoble retrouve ce foisonnement et cette liberté culturelle qui font partie de son ADN. Grenoble, déjà, c'était la grandeur, c'était les JO en 1968 et le Palais des Sports est venu à ce moment-là. Aujourd'hui, la honte sur la ville de Grenoble, due notamment à M. Piolle et aux écolos dingos qui ne veulent rien dans cette ville et pas des JO. Ils veulent pas de transport, pas de TGV, pas de Tour de France et pas de JO. C'est triste. Grenoble devrait accueillir des épreuves olympiques. On est obligé de construire une patinoire à Nice pour accueillir des épreuves de patinage artistique. Pourquoi ? Parce que Grenoble ne s'est pas proposé. Le Palais des Sports s'inscrivait donc dans cette logique de grandeur de Grenoble et pas de son déclin. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est en déclin, c'est une passoire thermique, il n'est pas utilisé. Nous proposons un partenariat public-privé pour le réhabiliter. Il faut que ce lieu, au cœur de la ville, à mi-chemin entre le 38 000 et 3800, soit un lieu artistique, soit un lieu de culture. Il y a aussi le projet, et personne n'en a parlé, porté par le président des Brûleurs de Loup, d'en faire une patinoire pour accueillir les matchs. Nous avons de grands clubs professionnels à Grenoble. GF38, FCG, Brûleurs de Loup, nous avons aussi les Centaures, et il faut doter d'infrastructures ces clubs pour qu'ils fassent rayonner la ville. La culture, c'est très important et nous voulons effectivement qu'elle ne soit pas idéologique, pas dogmatique. Il faut arrêter les dingueries culturelles. Les taxes foncières de ceux qui vont nous regarder, ont payé des ateliers théâtre. Comment cohabiter avec un dealer ? On ne peut pas subventionner cela. Avec la mairie Rassemblement National, nous n'allons pas subventionner des ateliers sur comment cohabiter avec un dealer. Nous n'allons pas non plus subventionner des ateliers discriminants qui mettraient le rejet par rapport à la couleur de peau ou à l'origine des personnes. Nous proposons donc une culture accessible, de proximité, une culture populaire axée sur le patrimoine et le projet phare que nous portons pour la culture est la fête du Dauphiné. Nous appartenons à cette grande province du Dauphiné, vous en tenez le titre dans le Dauphiné libéré. Monsieur Piolle ne l'a pas mise en avant, les municipalités précédentes non plus, et nous allons réhabiliter cette histoire, non pas forcément l'histoire de la Palestine à Grenoble, mais plutôt l'histoire du Dauphiné. Parler du Palais des Sports, c'est parler des équipements grenoblois. Le Palais des Sports fait partie des équipements sous-utilisés. Je pense qu'à peu près la seule chose que je retiens de ce que vous avez dit et que éventuellement je partage, c'est que c'est effectivement un scandale de devoir construire une patinoire à Nice alors que nous en avons une ici. Il y a un enjeu de sobriété important. On a un équipement qui est attractif, qui est reconnu et on doit lui donner une nouvelle vie en termes de sobriété. Par exemple, moi je suis opposé au projet de grande bibliothèque porté par la majorité sortante. C'est pas loin de 25 millions. Bon, voilà, on a déjà trouvé à peu près la moitié du financement. On est bien parti. Ça, c'est l'enjeu autour de l'équipement, l'action structurelle qu'il faut mener. Après, il y a ce qu'il y a autour de l'utilisation de cet équipement. Aujourd'hui, il y a assez peu d'équipements. Je crois qu'il y en a moins de 1 par mois en moyenne sur une année. Oui, avec un lieu rénové, on réussira à attirer plus d'artistes, plus de sportifs, plus d'actions de manière générale. Mais je pense qu'il faut également lui donner un côté populaire, l'ouvrir à d'autres acteurs, notamment aux acteurs associatifs du territoire qui sauront animer, qui sauront proposer des choses extrêmement parlantes pour l'utilisation d'un tel lieu. Je vais finir en parlant justement des associations. Elles sont dans une difficulté qui est majeure. Nous, et notamment vis-à-vis des associations culturelles, souhaitons leur donner une plus grande stabilité. Cette stabilité, ça passe aussi par la visibilité. Nous voulons notamment sanctuariser les subventions à destination des acteurs culturels. Nous voulions également
développer les conventions pluriannuelles avec ces acteurs, sortir des logiques uniquement d'appel à projet et d'une visibilité sur 12 mois pour leur donner cette stabilité. Et puis nous souhaitons également garantir leur liberté en réécrivant et en coécrivant avec elles et eux une charte pour la bonne utilisation, le bon déroulement de leurs pratiques. C'est un bel équipement symbolique qui donne sur le parc Paul Mistral, qui va en plus être un endroit qui va être revitalisé quand il y aura l'installation du nouveau projet de l'ex-Bobine. Donc on a le souhait qu'il soit plus utilisé. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés, notamment des travaux de chauffage. On veut continuer des travaux progressifs. Aujourd'hui, on sait qu'il est utilisé 63 jours par an et nous avons le souci qu'il soit plus utilisé. On voit qu'il y a Magic Bus, il y a Ultra Virage qui viennent cette année dans le Palais des Sports. Moi, j'ai le souhait de continuer à augmenter l'utilisation du Palais des Sports. Ce qui est vrai pour le Palais des Sports, c'est vrai aussi pour le TMG, le Théâtre municipal de Grenoble, et c'est vrai pour l'ensemble de nos équipements. On a une sous-utilisation, je prends les gymnases, on a 85% d'utilisation aujourd'hui. Un projet qui permet de faire mieux avec moins de moyens, c'est aussi utiliser davantage nos équipements. Au-delà de la question du Palais des Sports, sur les équipements, effectivement, nous avons ciblé l'ancien musée de peinture parce que c'est un beau lieu de patrimoine et que nous souhaitons en faire un palais, un projet de culture urbaine, un projet qui permettrait à la fois d'avoir de la danse hip-hop comme des grimpeurs de cascades de bois. On pense que c'est aussi en travaillant sur des lieux multiculturels comme cela qu'on fera vivre la culture à Grenoble. Parce que la culture, en fait, aujourd'hui, elle est à la fois essentielle dans la ville, essentielle parce que ça crée du lien, ça crée de l'émancipation, et en même temps, elle est extrêmement fragilisée avec le désengagement d'un certain nombre de collectivités, mais aussi, elle est... Aujourd'hui, il y a un certain nombre de politiques de droite réactionnaires, qui sont d'ailleurs autour de la table aujourd'hui, qui attaquent la culture et qui voudraient faire du tri dans la culture. Et ce que nous souhaitons, c'est mettre en avant la culture. Nous, ça fera partie du top 3 dans nos budgets, avec la défense de l'accès à la culture, avec la gratuité de la bibliothèque, gratuité du musée, gratuité de Merci, bonsoir. Comme aujourd'hui, en tout cas, il y a un accès qui est facilité. Ensuite, il y a la tarification sociale sur les billets, mais aussi les billets suspendus qui marchent bien par ailleurs. Voilà, merci à vous. On a eu de nombreuses remontées de nos lecteurs qui sont propriétaires, qui estiment qu'ils sont loin d'être des nantis. Ils ont des moyens limités avec une difficulté par rapport à l'augmentation de la fiscalité, notamment de la taxe foncière. La question, elle est simple. Est-ce que vous comptez l'augmenter ou la baisser et dans quelle proportion ? Simplement dire que moi, je me suis penché sur ce qu'a dit Hakim Sabri, qui était adjoint sur ces questions-là et qui a démissionné. Lui-même a dit qu'une augmentation de seulement 15% aurait été simplement nécessaire pour combler le déficit qui était agité par la majorité sortante. On a augmenté à plus de 30%. Résultat des comptes, les personnes qui ont accédé à la propriété, qui n'étaient pas des propriétaires aisés, ont été mises en difficulté dans leur quotidien. Par conséquent, nous n'augmenterons pas la taxe foncière parce qu'elle a été déjà largement augmentée et elle a mis en pénibilité de nombreuses personnes. Aujourd'hui, la ville de Grenoble a dégagé de la marge économique pour faire et s'atteler aux grands travaux qui arrivent devant nous. Et je pense qu'à cette non-augmentation, il faudra aussi y adjoindre le fait de ne pas s'enliser dans des grands travaux inutiles, comme par exemple le lac baignable de la Villeneuve, comme par exemple les projets de prédation de l'immobilier qui investissent la ville, comme par exemple rendre l'Isère baignable, parce que moi j'entends aussi cette question-là, mais je ne sais toujours pas combien ça va coûter à un moment donné. Je pense que les Grenoblois sont aussi en mesure d'avoir des chiffres réels parce que ça va coûter extrêmement cher. Donc voilà en gros ce que je vais dire, pas d'augmentation de la taxe foncière, une taxe foncière qui a mis en grande difficulté de nombreux Grenoblois et aujourd'hui il faut faire en sorte de faire avec les marges qu'on a dégagées qui sont des marges quand même assez importantes. On va essayer. Donc on a la taxe foncière la plus élevée de France, de loin. Le deuxième est loin derrière. On a la valeur des biens la plus faible de France, 2600 € le mètre carré. Pourquoi ? Parce qu'on a des dépenses de fonctionnement qui ont dérapé et qui continuent à déraper. En 2023, Éric Piolle, avec plus 30%, a rattrapé par les recettes les dépenses, mais les dépenses continuent. Donc, Laurence Ruffin, qui annonce qu'elle n'augmentera pas les impôts, les augmentera obligatoirement. Et Éric Piolle m'avait répondu la même chose en 2020. Vous faites la même chose et c'est un mensonge. C'est un mensonge évident. D'ailleurs, votre liste, au Conseil métropolitain et Amandine Germain, a dit qu'il ne s'interdisait absolument pas le levier fiscal. Donc je sais que c'est faux. Parce que, obligatoirement, avec les salariés que vous avez embauchés, vous êtes contrainte à cela. Et si vous ajoutez
15 millions de gratuité des transports en commun, 3 millions de lacs baignables, 17 millions de RSA jeunes, 20 millions du musée de la place de Verdun. Je ne parle pas du Palais des Sports parce qu'on ne sait pas comment vous allez faire. Vous imaginez ce qui va se passer à Grenoble si la liste de Laurence Ruffin est reconduite. Donc nous prenons l'engagement de bloquer la hausse de la taxe foncière en travaillant entre mars et décembre à une fusion-mutualisation des services ville-métropole pour supprimer tous les doublons. Sans ces économies de fonctionnement, la hausse interviendra massive en 2027, métropole et ville. Et métropole, c'est terrible, parce qu'elle a un retard considérable, l'augmentation sera terrible. Donc nous engageons à cela et nous espérons poursuivre les économies de gestion pour parvenir en fin de mandat à une baisse de la taxe foncière pour que Grenoble redevienne dans une situation un peu plus normale par rapport aux autres villes. Donc je mets en garde à nouveau les Grenoblois contre les mensonges d'Éric Piolle en 2020 et aujourd'hui de Laurence Ruffin, parce que la trajectoire financière de la ville conduit obligatoirement à cette augmentation. La question de l'impôt dans ce pays, notamment avec les socialistes et la gauche qui a fait n'importe quoi, bien aidée parfois par la droite, c'est où va l'argent? On a une ville à Grenoble qui est la plus taxée de France. Sur ça, on est les champions. Il y en a qui sont contents de ça, pas moi. Pourquoi? Parce que les services publics en face ne sont pas là. C'est la question du consentement à l'impôt. Aujourd'hui, la ville est insalubre, est insécure, elle est mal éclairée, elle est en voie de déclin, de déclassement. Donc il faut évidemment savoir où va l'argent. Pour cela, il faut faire un audit des finances publiques. Les 100 premiers jours de mon mandat, nous allons faire un grand audit avec des partenaires indépendants afin de savoir où va l'argent et enclencher un plan de désendettement de la ville. Nous proposons la fusion des services, je ne suis pas le seul à le proposer ici, métropole-ville. Nous proposons aussi la suppression de la Biennale des villes en transition et toutes les dépenses idéologiques dogmatiques. Nous engageons à baisser la taxe foncière d'un montant de 2 à 3%. On ne peut pas la baisser davantage, ce serait des mensonges, puisque M. Piolle a engagé des tas de dépenses inutiles, avait tellement d'autres leviers qu'il a préféré augmenter la taxe foncière. Nous nous engageons à ne pas augmenter cette taxe foncière, à la maintenir et à la baisser en fin de mandat. Les taxes foncières, ce sont les propriétaires qui la supportent. Si on veut des propriétaires à Grenoble, des gens qui achètent, qui fassent monter aussi l'attractivité de la ville, qui s'y installent, il faut diminuer évidemment la fiscalité, faire des mesures incitatives. Nous avons à Grenoble une fiscalité folle, une insécurité folle, de l'insalubrité, et les gens ne viennent plus à Grenoble. Avec Madame Ruffin et son programme et toutes les mesures délirantes qui ne sont pas chiffrables, nous allons avoir évidemment une envolée de la fiscalité. Nous avons parlé tout à l'heure de la question du commerce. Les commerçants n'en peuvent plus aussi d'être abreuvés de normes et de taxes, notamment avec les CFE. Nous proposons de les accompagner, d'accompagner la baisse des taxes foncières et de faire un grand audit des finances publiques pour une ville fonctionnelle et viable. Monsieur Carignan, l'expérience en tout cas que je vous reconnais, c'est une expérience rhétorique parce que je m'engage à bloquer la hausse de la taxe foncière sur quelque chose qui ne s'est pas encore produit. C'est fort, franchement, ouais, c'est très fort. Moi, je vais répondre par malheur, écoute, on verra bien. La réponse que j'ai envie de donner de façon extrêmement directe, c'est non, nous n'augmenterons pas la taxe foncière. La taxe foncière est la plus élevée de France pour les grandes villes, c'est une vérité. Ça veut aussi dire qu'on a les recettes fiscales par habitant les plus élevées. Et donc, il y a effectivement des marges qui existent. Moi, en 2023, je me suis opposé à la hausse de la taxe foncière. Pourquoi? Notamment pour la raison évoquée par Alain Brunon et que Hakim Sabri a développé, qui était qu'une hausse de 15% était suffisante. Si on a augmenté de 25% et pas 15%, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a voulu financer un bouclier social et climatique qui était un habillage pour faire passer cette pilule-là. Et je pense qu'une des choses emblématiques de ce bouclier social et climatique, c'était notamment la gratuité des transports pour les plus fragiles, où on a un taux de recours de moins de 5%. Voilà, donc c'est ça, moi, qui m'a un peu révolté sur cette action. Ça a été aussi fait de façon extrêmement brutale. Les Grenoblois et les Grenobloises n'ont pas eu la possibilité de s'adapter. Et puis, ça a été fait contre les principes de toute bonne gestion, à savoir qu'il n'y a eu absolument aucune remise en cause des programmes municipaux. Et il y a aujourd'hui des programmes qui mériteraient clairement d'être remis en cause ou arrêtés. Bien, écoutez, nous avons eu le souci de faire un projet sobre
avec une attention à avoir un budget sur chacun des postes que nous proposons. C'est de mon expérience passée. C'est aussi pour ça que je m'intéresse aujourd'hui à la ville, parce que je pense qu'on a à la fois ce souci de continuer une trajectoire démocratique, une trajectoire sociale, une trajectoire écologique. Et je pense qu'il y a un grand nombre de Grenobloises et Grenoblois qui sont attachés au fait de rester dans une ville qui protège, dans une ville qui améliore le quotidien, dans une ville où on peut aller à la cantine pour tout le monde. 50% des Grenoblois payent moins de 2 € l'accès à la cantine, 25% moins d'1 €. C'est aussi ça, la question d'avoir une ville qui protège et d'avoir des services publics qui sont puissants à un moment où les inégalités augmentent. C'est aussi préparer la ville au changement climatique, faire en sorte que ce ne soit pas les plus riches qui puissent aller à la montagne, mais que tout le monde supporte l'augmentation de la température dans la ville. Donc ça veut dire végétaliser, ça veut dire faire des chrono-vélos. Je pense qu'on est tous très fiers d'être la première ville de vélo en France. Donc c'est aussi continuer sur cette trajectoire longue d'une ville dont on est fier et que moi, à laquelle je suis extrêmement attachée. C'est pour ça que je m'engage. Sur la question du coup de budget, moi j'ai eu cette attention à me dire comment on arrive à faire mieux avec moins, parce que clairement on a aujourd'hui moins de 5 millions au niveau de la ville de dotation de l'État, on aura moins 11 millions au niveau de la métropole. Donc ça veut dire travailler dans le détail, en proximité sur chacun des sujets et les budgéter. Sur la question de l'Isère, de se baigner dans l'Isère, en fait c'est une grande attente de plein de jeunes aujourd'hui. On est une ville jeune qui a envie de se baigner quand il fait chaud et les piscines ça coûte très cher. Or se baigner dans l'Isère, selon l'aménagement qu'on fait, il faudra travailler sur l'aménagement, on est à peu près à 2 millions d'euros de coûts pour la ville. Ça veut dire qu'on est sur des investissements qui sont complètement absorbables. Donc notre souhait aujourd'hui c'est de faire un projet de la même manière que je l'ai fait dans toute ma vie professionnelle aujourd'hui. On ne gère pas une ville comme une entreprise, mais le souci de la bonne gestion, de la gestion de l'argent public, que l'intérêt général et le service public soient au-dessus de tout. En fait, c'est ce que j'ai envie de porter. Et du coup, c'est de ne pas augmenter la taxe, comme je l'ai déjà dit, on ne souhaite pas et de l'augmenter, on n'augmentera pas la taxe foncière municipale. J'ai entendu parler de la trajectoire financière de la ville. Mais en réalité, cette augmentation de taxes foncières n'a pas apporté plus de services publics. Cette augmentation de la taxe foncière, elle a mis moins de services publics de la sécurité, moins de services publics de la propreté, moins de services publics de la culture, moins de services publics de l'accès au sport et moins de végétalisation. Voilà la réalité de l'augmentation de la taxe foncière. C'est qu'elle n'a servi à rien. Vous avez fragilisé en réalité la classe moyenne, 37% de propriétaires à Grenoble, vous avez fragilisé cette classe moyenne. Et moi, je veux être le maire du pouvoir d'achat des Grenobloises et des Grenoblois. Je veux que nous ayons effectivement cette attention. Votre projet, il n'est pas chiffré, il n'est pas chiffrable, parce que tout simplement, il est hors clou sur le plan financier. Les jeunes, le RSA jeunes, combien de jeunes, Madame Ruffin, ont été aidés par les structures d'insertion à Grenoble ? Parce que pour calculer un RSA jeune, combien de jeunes ont été aidés par les structures d'insertion à Grenoble, Madame Ruffin ? S'il vous plaît. Non, combien ? Vous ne savez pas ? Si. Combien ? Alors, attendez, mais combien ? Parce que donnez le chiffre. On vous pose la question sur la taxe foncière. Répondez Voilà. et ensuite elle vous répond. Alors, on verra effectivement la réponse qui sera donnée. C'est plus de 30 millions d'euros. C'est plus de 30 millions d'euros ce RSA jeune. Parce qu'il y a 4400 jeunes qui ont été aidés dans des structures d'insertion. Bon. Donc voilà pour les impôts. Le deuxième modèle, on ne va pas l'augmenter la taxe foncière. Le deuxième modèle, c'est celui de M. Alain Carignon. Vous, c'est irréalisable. M. Carignon, vous l'avez dit vous-même. Tout repose, et vous l'avez dit, sans économie de fonctionnement au niveau de la métropole, c'est le mur. Sauf que vous n'êtes pas tout seul. Sauf qu'une métropole, c'est 49 collectivités. Sauf que, non, monsieur, vous ne pouvez pas faire tout seul. Il y a des partenariats. Personne n'est hégémonique, vous voyez. Personne n'est hégémonique. Il y a des partenariats. Ça veut dire que votre plan repose sur une hypothèse qui n'est tout simplement, possiblement pas du tout réalisable. Voilà le danger. Il faut faire des économies sur le budget de la ville et pas tabler sur ce que vont faire les autres collectivités. Vous l'avez déjà, pour certains ou certaines, évoqué. La question est concrète et la réponse, on l'espère aussi parce que vous aurez 1 minute. À combien avez-vous chiffré les propositions de vos programmes respectifs et comment comptez-vous les financer ? L'accroissement, c'est les dépenses de sécurité. 50 policiers en 2027, 50 en 2028 et 50 en 2029, 150 policiers de plus. Au total, en 2029, ça fait 10 millions. Sur le total des frais de fonctionnement ville-métropole, désolé de par les chiffres, c'est 800 millions d'euros les dépenses de fonctionnement ville-métropole. Nous voulons réaliser
10% d'économie de frais de fonctionnement, soit 80 millions d'euros par an. Donc voilà, si vous voulez, les grandes données financières qui nous permettent de bloquer la taxe foncière. Et j'indique, et je rappelle, et je prends ici le pari qu'en cas d'élection de Laurence Ruffin, obligatoirement, les impôts villes et métropoles augmenteront. Obligatoirement. La métropole a un trou de 16 millions d'euros cette année. Elle a son siège, 70% de son siège de 108 millions à payer. Elle n'a plus 1 centime d'euro pour entretenir les trottoirs. Et Madame Ruffin annonce 50 millions d'euros de dépenses supplémentaires, soit la valeur de 30% d'augmentation d'impôts. Grenoble perd des habitants. Vous avez des villes comme Annecy qui en gagnent, il y a des villes dans le Nord-Isère qui en gagnent. Grenoble perd des habitants. Et Monsieur Piolle, tout va bien. Quand j'entends Madame Ruffin aussi, tout va bien. Non, Grenoble perd des habitants. Ce n'est pas normal. C'est une situation qui montre que la ville n'est pas fonctionnelle. Pour financer notre programme, nous proposons évidemment des mesures de sécurité qui vont être chiffrées à peu près 12 millions d'euros. Ça prend le fonctionnement de la police municipale courant, l'armement, la formation et notre nouveau centre à Vigny-Musset qui va coûter 400 000 euros. Plus chaque agent, je l'ai dit, c'est 50 000 euros bruts chargés pour la mairie. Pour le cadre de vie, l'éclairage public et les fontaines patrimoniales, remettre en avant tout ça, c'est à peu près 1 million d'euros. L'attractivité commerciale, puisque nous allons mettre des mesures incitatives au nouveau commerce, c'est à peu près 500 000 euros. Et nous proposons évidemment pour la propreté environ 1 million d'euros pour créer une brigade anti-tac de 10 agents. Ça coûte 500 000 euros par an, mais il faut les former et les recruter. Donc nous tablons sur 1 million d'euros pour le programme propreté d'augmentation. Nous estimons qu'en année pleine, en termes à la fois de dépenses de fonctionnement et investissements cumulés, il faut qu'on trouve une quarantaine de millions d'euros pour financer notre programme. Ça veut dire que ça se fera déjà en 6 voire 7 ans. Il faut y aller de façon progressive. Et comment est-ce que derrière ces ressources, on ira les chercher? Déjà, il y a des principes de bonne gestion. Aujourd'hui, on a eu de nombreuses années sur le précédent mandat où les dépenses de fonctionnement ont augmenté plus vite que les recettes de fonctionnement. Avec ça, on va dans le mur. Il y a des projets qu'on souhaite arrêter. J'ai parlé du projet de grande bibliothèque. Il y en a d'autres. Les plus emblématiques, c'est certains événements un peu caricaturaux, comme la Biennale des villes en transition ou la fête des Tuiles qui est à refondre. Et ensuite, des mutualisations, des rapprochements de services qui impacteront aussi la métropole. Nous souhaitons, par exemple, dupliquer ce qui marche très très bien au niveau de la DSI, qui rapproche la ville, la métropole, le CCAS et il me semble également d'autres acteurs. Et puis je terminerai en disant qu'il y a un enjeu de cofinancement, de collaboration avec les partenaires publics. Depuis 2014, les cofinancements publics ont baissé de 40%. Alors, il y a 3 points sur la question budgétaire. La première, c'est comment on construit le budget et d'avoir une attention à la sobriété des mesures qu'on propose et de chercher à chaque fois une attention au retour, enfin en tout cas à l'efficacité de ce qu'on propose par rapport au coût. La mesure qui coûte le plus cher, c'est le fait de renforcer la police municipale, puisqu'on est à peu près à 2,5 millions de renforcement sur ce budget. Sur la manière d'y répondre, alors il y a 2 volets. Il y a la question de l'investissement sur nos projets, puisque vous savez qu'on a à la fois l'investissement et le fonctionnement. Sur l'investissement, aujourd'hui, on a 2 marges de manœuvre. Le premier, ça a été évoqué, c'est le fait d'aller chercher du cofinancement. Moi, j'ai beaucoup fait ça dans mon activité précédente. J'étais présidente d'une association, vice-présidente d'une structure. On était 80 000 et on s'est donné des moyens supplémentaires en allant chercher de l'argent auprès de l'Europe. Sur un certain nombre de projets qu'on propose, on sait qu'on peut aller chercher du cofinancement. Le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a du financement, on a de l'épargne citoyenne, où les citoyens, ce n'est pas attention, c'est de la question de l'épargne et du placement et de la bonne utilisation de l'épargne. Aujourd'hui, on a des exemples comme Aticora sur la question du logement social, mais aussi quand on a fait, c'est 1 minute, pardon, Duralex, où on a eu 20 millions d'euros d'épargne citoyenne, donc c'est d'aller chercher de l'épargne. Et enfin, c'est travailler sur l'efficacité, je crois que c'était 2 millions. 2 minutes. C'est efficacité des services et engagement des citoyens. Il y a donc effectivement il y a 2 budgets. Il y a le budget fonctionnement et il y a le budget d'investissement. La priorité, et nous l'avons chiffré très vite sur notre plan sécurité, nous avons chiffré un plan d'investissement initial de 10 890 000 euros, quelque chose de façon extrêmement précis. Sur le budget investissement, bien sûr que l'on va faire des économies parce qu'à partir du moment où on va stopper un certain nombre de projets comme la bibliothèque, comme l'esplanade, comme le lac de la Villeneuve, nous allons pouvoir dégager sur ce budget investissement les marges de manœuvre qui sont nécessaires. Quant au budget fonctionnement, on va s'y atteler
tout de suite. Moi, j'ai entendu, et c'est encore l'une des différences qui nous oppose avec beaucoup, et avec vous, M. Carignon, vous souhaitez, votre première mesure, c'est de dépenser de l'argent pour faire un audit pour savoir où nous en sommes. Eh bien, nous ne dépenserons pas l'argent des Grenoblois pour faire un audit pour savoir où nous en sommes. Nous allons tout de suite nous attaquer. Si vous ne connaissez pas vos mesures, il y en a 240. Si vous les avez oubliées, M. Carignon, ça m'inquiète. On va concentrer les financements dans les quartiers populaires qui ont été largement abandonnés. Nous allons y déployer des commerces de proximité avec un maillage concret, ça coûtera 1 million. Nous allons rétablir les grandes infrastructures qui ont été supprimées, le plateau à Mistral, les associations qui ont été mises en difficulté, ça coûtera 5 millions. Nous allons dégager des marges de financement sur la question de la médiation, de la prévention, puisque nous n'allons pas investir 3 millions dans la question des recrutements de policiers municipaux supplémentaires. Nous allons nous atteler à recruter des éducateurs, des gardiens concierges, de la prévention, de la médiation. Ensuite, bien évidemment, dégager des plus-values sur l'arrêt des grands projets inutiles, comme beaucoup ont été cités. Je reprendrai l'exemple du lac baignable de la Villeneuve. Enfin, aussi dire que si on a un problème de finances dans cette ville, ce sera dû bien évidemment au vote des députés à l'Assemblée nationale. Moins 4 milliards sur la santé, je trouve ça ridicule ensuite qu'on parle d'investir dans des centres de santé. Moins 8 milliards sur les collectivités territoriales et moins 5 millions de dotations à Grenoble. Alors pourquoi, Madame Ruffin, avez-vous pris sur votre liste les socialistes? On va parler de la métropole et on va passer sur l'aspect un petit peu plus politique des choses. Aujourd'hui, beaucoup de choses se jouent à la métropole de Grenoble. Les relations entre Grenoble et la présidence de la métro ont pu être un petit peu agitées parfois pendant le dernier mandat. D'abord, la première question, c'est selon vous, est-ce que la ville-centre doit être présidente de la métropole? Et si vous êtes élu, serez-vous candidat à cette présidence? Il faut des relations saines entre la ville et la métropole, bien évidemment. Au Rassemblement national, nous proposons pour la première fois de l'histoire des listes à Échirolles, Saint-Martin-d'Air et Grenoble. Nous aurons donc un groupe puissant à la métropole et je me porterai bien évidemment président de ce groupe et président de la métropole. Nous sommes évidemment favorables à ce que la ville phare, Grenoble, soit présidente de la métropole. Néanmoins, il faut respecter la démocratie, il faut voir toutes les communes qui composent la métropole. Nous sommes donc pour le respect de la démocratie au prorata du nombre d'habitants. Nous n'avons pas de dogme, nous voulons travailler avec la métropole qui sera en place, avec les communes voisines, en concertation, en bonne intelligence. Et je serai, pour répondre à la question, oui bien évidemment, candidat à la présidence de la métropole. Pourquoi Delafosse, pourquoi Roland, pourquoi ces présidentes et présidents de métropole le sont? Parce que la ville-centre a un poids démographique important, majoritaire, largement majoritaire sur l'ensemble de leur territoire. Ce n'est pas le cas à Grenoble. Il y a des enjeux tout simplement d'équilibre territoriaux. Et moi, dans une ville-centre qui compte pour 30% de la métropole, je ne trouve absolument pas ça aberrant qu'on ait un président, une présidente qui soit issue des plus petites communes. Et je trouve que la ville-centre a encore plus que ça un enjeu et une responsabilité d'exemplarité, de mise en cohérence, de cohésion du territoire. Et je regrette qu'une des dernières actions du mandat sortant, et notamment de la majorité grenobloise, ait été de supprimer ce qu'on appelle l'accord local, qui augmentait la représentativité des communes de moyenne taille, qui font qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec une métropole qui entame un mandat dans le conflit, je pense. Je ne serai pas candidat parce que je suis grenoblois. Nous savons que pour transformer Grenoble, il faut avoir un alignement entre la ville-centre et la métropole. Et nous travaillons d'ailleurs à un projet au niveau métropolitain avec un certain nombre de communes, parce que c'est ce que nous voulons porter. Nous portons aussi un changement de gouvernance, parce qu'évidemment, comme ça a été noté aujourd'hui, on a des gros dysfonctionnements et une partie des échecs des politiques qui n'ont pas pu être menés est liée au non-alignement entre les deux. Donc ce que nous poursuivons avant tout, c'est la question de l'alignement de politique, en tout cas du projet pour la ville et la métropole, entre ville-centre et métropole. Ensuite, ça peut s'incarner de manière différente. Ça peut être le maire de la ville-centre qui est président de la métropole, ou ça peut être un binôme très fort, ce qui me semble important, un binôme très fort de fonctionnement entre ville-centre et métropole, ce qui est aussi une solution qui peut bien fonctionner. Ce qui nous semble important, c'est de remettre ce binôme, de travailler sur la proximité à la fois avec les communes, qui aujourd'hui sont trop éloignées de la métropole, mais aussi avec les habitants. Et c'est plutôt un changement global de gouvernance dans laquelle nous souhaitons nous impliquer fortement. Si vous êtes élu, serez-vous candidate? On verra le 23 mars en fonction de la configuration politique. C'est possible et ce n'est pas forcément nécessaire. Sur la métropole, je crois qu'on n'a plus envie de revivre un autre NERPIC. On veut que Grenoble retrouve sa centralité. Nous sommes dans cette élection avec un projet pour les Grenoblois dans lequel on souhaite
que la ville soit respectée. Et c'est ce qui a manqué manifestement pendant un certain nombre d'années. Donc nous présentons, nous ferons en sorte, au moment de ce troisième tour, qui sera le tour métropolitain, de voir comment, dans les discussions avec les différents prétendants, les partenaires, eh bien, la ville peut retrouver cette centralité. C'est ce à quoi nous aspirons. Faire respecter la ville de Grenoble, ça ne passe pas nécessairement par avoir la présidence de la métro. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas négocié pour flécher quelqu'un à la présidence de la métro. Ça ne fait pas partie de mon état d'esprit. Donc on verra le moment venu, au moment de ce troisième tour. Je prendrai mes responsabilités si besoin en était. Voilà. Et ce blocage est dû en grande partie à M. Piolle qui, toutes ces années, n'a pas fait avancer le moindre sujet. Ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas normal si la ville de Grenoble a perdu 8 euros par habitant entre 2017 et 2022 sur les questions de financement métropolitain, ce qui compose 1 250 000 euros au total. Donc ce que nous devons faire, nous, c'est retrouver bien évidemment une centralité sans écraser les petites communes qui, par un souci démocratique, doivent aussi être représentées à la métropole de Grenoble. Et je parlais de dogmatisme. Et ce dogmatisme a une répercussion concrète, notamment sur le fait que désormais, il y a des gens qui ont dû dormir à la métropole de Grenoble et on a dû attendre plusieurs mois pour que Éric Piolle prenne ses responsabilités et les reloge. Et ce n'est pas acceptable, alors même que Ferrari avait largement avancé sur cette question. Donc je dirais que, bien évidemment, il faut... Oui, on aura un groupe insoumis à la métropole. Je serai candidat pour présider le groupe insoumis et je serai candidat à la présidence de la métropole de Grenoble. Possible pour Grenoble sans la métropole. Toutes les politiques maintenant se portent à la métropole. J'ai été président de l'intercommunalité, j'ai été président du département, donc je suis habitué à cette coopération dans le respect des communes. Ce sont des choses que je sais faire. Comment ça se passe? Il y a une nouvelle majorité. Dans cette nouvelle majorité, la nouvelle majorité grenobloise pèsera la moitié de la majorité. Donc on va discuter, il n'y a pas de candidat, on va discuter de la gouvernance et des priorités. Et ensuite, les gens se portent, en fonction de la gouvernance et des priorités, à la présidence de la métropole. Et nous, Grenoblois, nous voterons pour un candidat qui aura accepté nos priorités en matière de déplacement, en matière de propreté, toutes les politiques qu'on veut porter. Ce candidat peut être n'importe lequel d'entre nous, y compris moi-même, bien sûr. Ça peut être celui qui portera le mieux ces politiques. Il ne faut exclure personne, et évidemment, je ne peux pas m'exclure, puisque je serai membre de cette majorité. On reste sur de la politique. Monsieur Carignon, ce sera vous en premier. Si vous êtes en tête au premier tour, vous avez déjà une alliance avec Renaissance notamment, en tout cas Renaissance Modem. Est-ce que vous pourriez faire alliance avec le Rassemblement national? Nous présenterons la même liste au second tour. Et nous appellerons tous ceux qui se seront prononcés contre la liste de Laurence Ruffin, d'où qu'ils viennent, de la gauche à la droite au centre, à voter pour le changement. Tous ceux qui décident qu'ils n'auront pas voté au premier tour pour la majorité sortante, eh bien, nous les appellerons à voter pour le changement au second tour et à se rassembler derrière notre équipe qui est diversifiée, qui est représentative de beaucoup de courants de pensée de la ville, de personnalités vraiment représentatives et implantées dans la ville au titre associatif, au titre des quartiers. Nous les appellerons tous à se rassembler pour que, enfin, Grenoble connaisse le changement dont la ville et les Grenoblois ont besoin. Monsieur Gabriac, ça va être quasiment la même question. Si vous étiez derrière Alain Carignon au premier tour, est-ce que vous appelleriez à voter pour lui? Est-ce que vous souhaiteriez un rapprochement? Je suis ouvert au dialogue avec toutes les forces d'opposition à l'extrême gauche qui va menacer la ville. J'invite donc Monsieur Carignon à la responsabilité, à un dialogue au second tour avec des bases de négociation. Rassemblement national, grand parti, y compris à Grenoble. Marine Le Pen a fait plus de 20% au second tour de l'élection municipale, présidentielle la dernière fois. Et nous voulons évidemment des discussions programmatiques, voir si nous pouvons trouver un terrain d'entente sur les colistiers à placer, sur le programme. J'invite Monsieur Carignon à la responsabilité. Nous devons battre l'extrême gauche. La victoire ne se fera pas sans nous. Le Rassemblement national est une grande force politique à Grenoble et la victoire passera forcément avec nous. J'invite donc tous vos lecteurs à voter pour ma liste et nous ferons plier la mairie de Grenoble et nous forcerons un accord avec Monsieur Carignon. Il y a des conditions financières. Vous savez que la loi interdit les dépassements. Donc, de toute façon, il y a des questions de budgétaire. Et moi, je l'ai dit, notre liste est une liste de rassemblement, puisque maintenant, avec Pierre-Édouard Cardinal, Clément Chappé, Émilie Chalas, etc., nous avons rassemblé l'ensemble des forces. Je répète que notre liste du premier tour sera celle du second tour.
Vous êtes parti avec notamment les socialistes et les écologistes, ce qui n'était pas le cas des précédentes mandatures d'Éric Piolle, qui était parti avec la France Insoumise, avant le parti de gauche. Si vous êtes en tête au premier tour, est-ce que vous allez faire alliance avec la France Insoumise et à quelles conditions? Alors, écoutez, moi au début, quand je me suis lancée, ce qui m'intéressait, c'était de porter l'union de la gauche, qu'on appelait l'union de la gauche des écologistes et des citoyens, parce que je pense que c'est ce qui est attendu et c'est ce qui m'intéresse. Et donc, on a tendu la main au parti de gauche pour discuter projets et valeurs, pour faire en sorte qu'on porte un projet d'une belle ville, d'une ville où on vit bien, d'une ville dont on est fier. Aujourd'hui, nous, on est très heureux d'avoir fait l'union avec 12 mouvements et partis politiques de gauche, d'avoir constitué une équipe pour moitié issue de ces mouvements et partis, pour moitié issue de la société civile, engagée dans le monde associatif, culturel, économique, sportif. Et notre projet aujourd'hui, c'est d'être les meilleurs possibles, d'être très largement en tête au premier tour. On crée une belle dynamique, c'est ce qui nous intéresse. On est sur le terrain tous les jours, on a fait 20 000 portes, on voit que ça fait effet boule de neige, que ça donne de l'envie, on voit que c'est un nouvel élan. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas une politicienne, je fais ça pour ma ville. Et du coup, après, moi, c'est l'objectif d'arriver au premier tour la plus haute possible. Je pense que c'est ce qu'on est en train de réussir. On verra ensuite le 15 au soir. Vous portez une liste autonome, ce qui n'était pas le cas en 2014 ni en 2020. Éric Piolle avait réuni tous ces partis-là. Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre Laurence Ruffin? À quelles conditions aussi? Et avec quelle demande en matière de programme notamment? D'abord, on n'a aucune demande. Nous, on n'est pas ici pour venir faire les piques-assiettes. On a déplacé des gens dans cette campagne, on s'est déployé sur le terrain, on a tenu un certain nombre d'engagements. Nous avons déjà pris l'engagement d'avoir un groupe insoumis à la ville de Grenoble. Je pense que ça en dit long sur nos intentions. Un groupe insoumis à la métropole de Grenoble. Pourquoi nous nous serions alors annoncés devant les Grenoblois pour promettre la gratuité de la cantine scolaire, la gratuité des transports en commun, dont personne sur la liste de Madame Ruffin a envie d'entendre parler. Madame Ruffin a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait faire l'union de la gauche la plus large possible. Au second tour, elle devra discuter avec le candidat Place Publique qui est Romain Gentil. Romain Gentil ayant même lui-même dit qu'il ne souhaitait pas faire d'alliance avec la France Insoumise. Par conséquent, moi, ce que je peux répondre à cette question, c'est voter massivement pour la France Insoumise au premier tour, puisque nous, bien évidemment, nous sommes fédérateurs pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, et qu'on ne permettra pas que la ville rebascule à droite. Donc, par conséquent, il faut faire en sorte de se mobiliser et de voter pour la liste de la France Insoumise massivement. Romain Gentil, un regroupement au second tour avec Laurence Ruffin et avec la France Insoumise, est-ce que c'est possible? Est-ce que pour vous, la France Insoumise, c'est une ligne rouge à pas franchir? Alors, moi, j'aimerais déjà dire, et j'étais heureux d'entendre qu'une fois que les blocages financiers donc, du second tour seront levés, Alain Carignan et le Rassemblement national pourront fusionner. Ça, c'était important de l'entendre. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, on s'est construit avec une ligne programmatique politique claire. On a eu des discussions avec d'autres forces politiques qui n'ont pas abouti parce qu'on ne s'est pas retrouvé sur le fond. C'est quelque chose qu'on va continuer de porter. Donc, on porte cette alternative à gauche. On a l'intention de faire le score le plus élevé possible, de peser dans cette élection. Et après, on verra. On n'enjambe pas ce premier tour. Et on attend tout simplement le dimanche soir pour voir ce qu'il en sera. C'est un peu la même question. Est-ce qu'au second tour, vous envisagez déjà, on vous a entendu parler pas en bien, on va dire, du programme de Laurence Ruffin et notamment des finances. Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre, par exemple, Alain Carignan si au second tour, vous étiez derrière au premier tour, pardon? Quelle est la motivation de ma présence et d'une liste qui s'appelle Nous Grenoble? Nous Grenoble est une liste au centre. C'est de considérer qu'il n'y a pas un projet à gauche ou un projet à droite qui soit aujourd'hui satisfaisant pour les Grenoblois. L'un parce que c'est la poursuite de 12 ans de mandat. L'autre, c'est parce que c'est un retour en arrière que nous ne voulons pas. Nous voulons porter un projet qui est un projet moderne, avec une autre vision qui soit efficace rapidement, avec la capacité de décider, de trancher, de ne pas faire de compromis. Il faut avancer. Et nous souhaitons avancer. Donc, ne volons pas le premier tour aux Grenobloises et aux Grenoblois qui ont encore, sur ces 12 jours, des choses à dire. Nous sommes dans une ville qui est une ville plurielle et vous le voyez. Ça veut dire qu'au lendemain du premier tour, nous aurons peut-être 3, 4, 5 candidats en capacité de se maintenir. Moi, peut-être pour conclure, je dirais, ça fait 20 ans que je suis engagée à Grenoble.
Je me suis engagée dans le monde économique, dans le monde associatif. J'ai participé à un certain nombre de projets sur le territoire et je pense que c'est une ville qui a une grande richesse. Une richesse par sa diversité, par son histoire de résistance, par sa diversité culturelle. Et ce que j'ai envie de porter pour ma ville, c'est un projet qui soit un nouvel élan avec une nouvelle équipe qui permette à la fois de coopérer, de faire ville ensemble, mais aussi de protéger et d'améliorer le quotidien des gens. Et enfin, de continuer à inventer et à faire de Grenoble une ville dont on est fier aujourd'hui et demain. Et c'est comme ça que j'ai envie de porter notre ville, d'en parler fièrement et de continuer à faire avancer cette ville comme une ville qui défend aussi des valeurs, qui fait à la fois très en proximité avec les gens, mais en même temps qui défend des valeurs d'une ville féministe, d'une ville antiraciste, qui lutte contre les discriminations et qui soit aujourd'hui comme demain un endroit où on vit bien, mais aussi un endroit qui protège quoi qu'il arrive aujourd'hui ou en 2027. Nous avons bâti un programme en 4 axes forts. Une ville sûre, une ville juste, une ville vivante et une ville solaire. Nous l'avons bâti avec la conviction que nous pouvions porter un projet qui, à la fois, ramène de l'autorité républicaine, ramène de la rigueur budgétaire, ramène du sérieux et, dans le même temps, soit en capacité d'accompagner les Grenobloises et les Grenoblois dans les grandes transitions écologiques, économiques, sociales, culturelles qui sont celles du moment. Donc moi j'appelle tous ceux qui ont conscience que l'avenir se regarde devant, tous ceux qui ont conscience qu'il faut être en capacité de tenir un cap et d'être déterminés à se rassembler, à ne pas avoir peur du premier tour et à se dire que le premier tour est celui du choix et d'un choix qui est un choix d'une vision, d'une énergie devant nous. Nous avons toqué, pour ce qui nous concerne, à plus de 16 000 portes pendant la campagne. Nous avons rencontré de nombreux Grenoblois et en particulier dans les quartiers populaires, car qui d'autre que la France insoumise s'intéresse aux conditions d'existence des classes les plus en difficulté. Nous disons qu'il est temps de rompre avec les méthodes du passé. En 2014, nous avons, par une alliance large à gauche, gagné contre les socialistes qui avaient imposé un clientélisme à Grenoble à tous les étagers. Désormais, malheureusement, Madame Ruffin a pris dans ses valises accompagnées le Parti socialiste d'Amandine Germain, pactisant avec ceux qui avaient fait en sorte à l'Assemblée nationale de détruire les budgets pour la commune. Par conséquent, nous avons maintenu le cap d'une liste insoumise qui entend répondre aux grandes revendications des personnes les plus en difficulté, les reconsidérer dans leur dignité absolue à vivre dans un logement décent, les reconsidérer alors qu'ils sont amenés à payer des charges qui sont extrêmement importantes dans l'office HLM. Alors si vous voulez que la dignité des habitants les plus en difficulté soit respectée, votez pour la liste de la France insoumise. Ce que je prends chez l'adversaire, c'est le projet de Piolle, une ville apaisée et qui se prépare au réchauffement climatique, ce qui n'a pas été fait. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'appelle les Grenoblois à se mobiliser, et ce n'est pas une question de personne, c'est la ville qui est en cause, c'est son avenir, où elle poursuit dans la paupérisation, dans l'insécurité, dans l'impôt, évidemment, dans la malpropreté, où on s'attaque à toutes ces questions rapidement. Qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, on peut voter comme on veut au plan national. Aujourd'hui, il faut voter pour le redressement de Grenoble. Il faut vraiment qu'on se rassemble, au-delà des questions de personnes, pour faire que cette ville reparte. Elle dispose d'un autre avenir. Elle a des atouts considérables. C'est une métropole qui est en avance sur tant et tant de sujets en matière de technologie, d'université, d'industrie. Il faut que son territoire, sa ville lui ressemble. C'est cela que nous voulons faire, pour que enfin ce Grenoble bashing en finisse et que tout ce qui réussit ne soit plus handicapé par ce que la politique municipale a fait jusque-là. Je me suis engagé à Grenoble pour défendre les Grenoblois et défendre un projet. Je porte une étiquette et j'en suis fier, c'est celle du Rassemblement national et de l'UDR d'Éric Ciotti. Nous sommes une liste d'union et nous sommes la seule liste de droite de cette élection. Nous proposons un projet de sécurité, de propreté et d'attractivité pour les Grenoblois. Je tiens à dire qu'au Rassemblement national, nous ne sommes pas comptables du déclin et du chaos au niveau national, régional et de la ville. Nous portons un message donc d'espoir pour des milliers de Grenoblois. Nous sommes un parti qui va arriver au pouvoir en 2027. Nous allons gagner le département, la région, et nous allons battre l'extrême gauche et gagner la forteresse de Grenoble le 15 et 22 mars 2026.
Moi, je vais prendre une mesure dans le meilleur programme de cette campagne, à savoir celui de Grenoble Capitale Citoyenne. On n'a pas parlé de logement. C'est pour nous quelque chose d'absolument central, avec des impacts écologiques et sociaux qui sont absolument majeurs. Les enjeux de rénovation du parc public et privé, les enjeux de production de logement social avec un équilibre dans tous les quartiers, les enjeux d'hébergement d'urgence qui sont majeurs. J'invite tous les Grenobloises et les Grenoblois à aller sur grenoble-capitale-citoyenne.fr pour regarder ce programme. Je tiens à dire que je suis très fier de porter cette liste qui est ancrée dans la proximité, qui s'est construite avec les habitantes et les habitants. Je les remercie toutes et tous pour leur contribution, pour leur participation, leurs réponses, les remontées qu'ils ont pu nous faire. C'est une élection où il y a 2 tours. Votez avec votre cœur pour ce premier tour. Votez Grenoble Capitale Citoyenne.